J'ai commencé à me dire, ok, cette année, je vais me bloquer 6 mois, je vais faire le livre, je vais cristalliser ce message, je vais avoir ce truc-là qui pourra être dans toutes les librairies, avec l'objectif que je me suis fixé d'en faire un des classiques de la vente et du marketing. Donc, quand tu te demandes dans 5 ans quels sont les livres à lire pour démarrer dans le business en ligne, je voudrais que mon livre il soit un de ces livres qui soit cité. Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais, je suis le créateur de ce média et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ce 20e épisode du podcast. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Stan Leloup, c'est plus de 300 000 abonnés et plus de 14 millions de vues sur YouTube. Mais ce n'est pas que ça, c'est également le podcast marketing le plus écouté en France. Stan a démarré sur le web en 2012 à l'âge de 21 ans avec une seule question en tête, comment gagner de l'argent sur Internet. De son premier business en ligne où il était coach en séduction à aujourd'hui, son parcours est incroyable. Le 30 janvier dernier, il a sorti son premier livre, Votre empire dans un sac à dos, décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec lui pour ce nouvel épisode, c'est d'ailleurs le premier épisode enregistré à distance en visioconférence. Les sujets que nous avons abordés durant cet épisode sont nombreux. Quelles ont été ses expériences avant d'entreprendre? À quel moment s'est-il intéressé au marketing et à la vente? 300 000 abonnés et plus de 14 millions de vues sur YouTube en 4 ans, comment explique-t-il cette croissance? Quelles sont les rencontres qui ont marqué sa vie d'entrepreneur? Pourquoi avoir écrit un livre? Quel a été son processus créatif? Quelle est sa vision du marketing? Comment créer un business en ligne à succès? Ou encore comment surmonter la peur de l'échec? Avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir les prochains épisodes, de vous abonner sur YouTube pour voir les épisodes en vidéo, de vous abonner au compte Instagram @serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Moi je vous souhaite une excellente écoute, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, toujours le dimanche à 10h. Ciao. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, je m'appelle Stan Leloup, je suis aujourd'hui surtout connu pour une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, sur laquelle on est en train d'atteindre les 300 000 abonnés. Je pense d'ici à ce que les gens écoutent cette interview, on devrait les avoir dépassés. Enfin, c'est une chaîne sur laquelle je parle de marketing comme son nom l'indique et surtout je fais des analyses marketing où je vais aller trouver des exemples de produits et d'entreprises et de personnes à succès et expliquer les ressorts marketing et les ressorts psychologiques de leur succès pour comprendre quels sont les grands principes que tu peux réappliquer dans tes propres projets. Par exemple, cette année, j'ai fait une vidéo sur le succès du groupe de rap PNL, sur le jeu vidéo Fortnite, sur le YouTuber PewDiePie, et je vais aller trouver comme ça ces exemples et t'expliquer quels sont les ressorts psychologiques et les fondamentaux du marketing qui se trouvent derrière que tu peux utiliser dans tes propres projets. J'ai aussi mon propre podcast qui s'appelle Marketing Mania, mon site s'appelle marketingmania.fr et je suis en train de sortir un livre aux éditions Erol qui s'appelle Votre empire dans un sac à dos. Ok, on va construire cet échange en 2 parties. Une première partie sur ton parcours, sur tes expériences, sur aussi parler de ta chaîne YouTube. Et puis ensuite, la deuxième partie forcément sur ton bouquin qui sort le 30 janvier prochain, la semaine prochaine, aux éditions Erol justement. Donc on va pouvoir démarrer. On va parler de avant entreprendre. Quels ont été ton parcours? Quel a été ton parcours avant d'entreprendre? J'ai démarré assez jeune sur le business en ligne. Donc, essentiellement, j'ai fait mon bac S, j'ai fait une prépa HEC, donc une prépa école de commerce, suite à quoi j'ai fait mes concours et je suis entré dans une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Et pendant que j'étais dans mes études, j'ai lancé un site qui s'appelle Séduction Academy et c'était mon premier business et c'est là que j'ai commencé à gagner ma vie sur Internet et de fil en aiguille à basculer en fait l'ensemble de mes activités sur Internet. Ok. Et justement, on va venir au moment du déclic. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur et à quel moment tu t'es intéressé au marketing et à la vente en fait? Donc le moment où je me suis intéressé en fait c'est au moment où j'ai décidé de lancer le business parce que j'ai lancé ce business sur Séduction Academy et je me suis dit tiens je vais vendre des trucs, des coachings en séduction, ça va être super cool. Le truc c'est que quand tu lances un site et tu découvres que personne vient sur ton site et que ce que tu racontes n'intéresse pas grand monde et que tu répètes tu n'as pas de différenciation et que les gens ne voient pas la valeur dans ce que tu apportes. Et là tu commences à réfléchir en termes marketing et à te dire ok,
comment est-ce que je vais faire pour me faire une place dans ce marché qui est ultra compétitif? Comment est-ce que je vais percer? Comment est-ce que je vais me différencier? Comment est-ce que je vais vendre des produits? Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au marketing et notamment l'aspect spécifique du marketing qui a commencé à m'intéresser très rapidement, c'est le copywriting, c'est-à-dire comment écrire pour vendre. Et j'ai commencé à m'intéresser à comment est-ce que je peux trouver un positionnement qui est unique, comment est-ce que je peux rédiger des emails qui sont convaincants, des pages de vente qui sont efficaces, des vidéos de vente qui fonctionnent. Et c'est une compétence que j'ai développée de manière très précise. Et en fait, c'est devenu sur Séduction Academy ma grande force. En fait, sur Séduction Academy, j'avais deux grandes choses. J'avais de l'email marketing qui fonctionnait bien et j'avais un podcast qui fonctionnait aussi pas mal. Et j'étais pas aussi fort sur, par exemple, le référencement, sur la génération de trafic, parce que mes concurrents avaient déjà des gros blogs avec beaucoup d'articles, avec beaucoup de rédacteurs, avec des domaines qui avaient de l'autorité. Donc, sur la génération de trafic et le référencement, j'étais pas aussi fort. Mais comme j'étais fort sur mes conversions, grâce à mon email marketing, grâce à mon copywriting, grâce à mes pages de vente, je pouvais en fait faire des deals d'affiliation essentiellement et aller voir ces gros sites qui pouvaient avoir parfois 100 fois mon audience et leur proposer de promouvoir mes produits en échange d'une commission sur les ventes parce que mes produits étaient tellement efficaces en termes de vente et en termes de monétisation que c'était un deal qui était intéressant pour eux. Et évidemment, c'est par là que j'ai commencé à découvrir l'importance du marketing, l'importance de différencier, l'importance de convertir efficacement. Si tu as une petite audience, tu peux quand même réussir si tu es fort pour le marketing et la persuasion. Et où je me suis mis à étudier énormément de business différents, énormément de sites différents, énormément de pages de vente à succès pour essayer d'emmagasiner le maximum de conseils possibles parce que c'était mon gros avantage. Et en fait, c'est ce qui faisait tourner mon premier business. Ok, très bien. Et j'ai posé la même question à Antoine Blanche-Maison il y a quelques mois. Comment est-ce que tu t'es senti qu'est-ce que tu as ressenti après ta toute première vente? Donc à l'époque, j'avais découvert un blogueur qui s'appelle toujours Glenn Alsop. C'est un blogueur qui parle surtout de SEO, de référencement organique sur Google. Mais à cette époque-là, il avait commencé à donner des petits conseils sur essentiellement une formule de séquence email. Il appelait ça le cloud blogging. Mais en gros, il t'expliquait comment structurer une séquence email simple en quelques emails, etc. Donc du coup, je m'étais servi de son truc parce que c'était la première fois que j'entendais parler de séquence email. Et je m'étais servi de sa méthodologie et je l'avais implémenté sur mon propre site. Et du coup, j'avais fait quelques ventes sur un e-book qui devait valoir 7 euros, un truc comme ça. Tu vois. Et, Ok. mais c'était un truc de ouf parce que d'un coup, il y avait quelqu'un qui avait payé pour ton truc, même s'il avait payé 7 euros, j'étais trop content. Et du coup, je me souviens, je lui avais écrit un email en disant grâce à toi, j'ai gagné mon premier argent sur Internet et j'étais trop heureux. Tu vois. Et d'ailleurs, il avait posté ce message sur son groupe. Enfin, il m'a demandé si j'étais OK pour qu'il publie ça sur sa page Facebook en anonymisant, etc. Donc je fais OK, vas-y. Et il l'avait publié sur sa page Facebook. J'étais trop fier, tu vois. J'étais en mode, ouais, c'est bon. J'ai été publié sur sa page Facebook, tu vois. Je commence à faire un truc, je commence à percer. J'étais trop content. Et voilà, c'était l'histoire de. J'étais vraiment super content parce que c'était arrivé assez vite. En fait, il me semble que les premières ventes, je les ai faites grâce au crédit AdWords de 50 euros. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque, AdWords donnait un crédit de 50 euros pour Oui. promouvoir ton site. Et du coup, grâce à ça, j'ai fait ma première vente. Le problème, c'est que sur le crédit de 50 euros que j'ai eu, j'ai pas fait 50 euros de vente, donc j'ai pu voir que ça allait pas être un truc de long terme. Mais du coup, c'est arrivé assez vite parce que c'était ma première vague de trafic. Les premières quelques centaines de visiteurs que j'ai pu avoir, il y avait 2 ou 3 personnes qui avaient acheté un e-book à 7 euros. Et donc c'était un e-book sur Séduction Academy du coup? Ouais, C'est ça? ouais. C'était quoi comme e-book exactement C'était un e-book qui était pas. C'était au départ, je ne me rendais pas compte exactement de comment est-ce qu'on faisait du marketing et de comment est-ce que ça marchait. Donc, c'est pour ça que j'avais essayé de vendre un produit à 7 euros. Et c'était un e-book qui avait une promesse assez large qui était de je vais t'apprendre tout ce que tu as besoin de savoir, je vais tout te dire en un et je vais te faire tout. Ce qui était du coup pas une très bonne promesse, c'était pas très spécifique sur le problème de la personne et ce que ça allait lui apporter. C'est une des raisons pour lesquelles ce produit-là avait pas mal de limitations au-delà de son prix. Mais c'était une première idée, c'était l'idée de faire un premier pitch de vente, d'essayer de promouvoir quelque chose. Il y avait quand même quelques personnes qui l'avaient acheté, alors je sais pas exactement. Après, tu as toujours, même sur une page de vente pas terrible, tu as toujours de temps en temps des gens qui vont acheter. Mais effectivement, tu voyais que le taux de conversion global n'était pas suffisant en tout cas pour justifier la dépense de faire du trafic sur AdWords. Donc après ça, il a fallu que je trouve d'autres moyens de générer du trafic et surtout d'autres moyens de monétiser
avec des produits qui étaient beaucoup plus spécifiques et qui avaient plus de valeur ajoutée qu'un simple e-book qui devait faire, je sais pas, 150 pages ou un truc comme ça. Ok. Mais surtout qui avait une proposition de valeur qui était assez large et assez vague. Ok. Tu as créé ta chaîne YouTube Marketing Mania en décembre 2015. Donc, comme tu le disais, on devrait bientôt dépasser les 300 000 abonnés. Il y a environ 14 millions de vues. Comment t'expliques cette croissance qui est plutôt une très bonne croissance? Et est-ce que tu avais une stratégie sur YouTube quand tu as démarré? Est-ce que quand tu as démarré, tu t'es dit tu avais une stratégie vraiment rodée avec des paliers, tu vois Je pense pas que ça a vraiment de sens d'avoir une stratégie rodée quand tu démarres, parce que ta stratégie, Ouais. elle est basée sur rien. Après, à un certain point, c'est juste euh, planifier pour planifier. C'est une forme de dire, OK, je vais faire ci, je vais faire ça, mais c'est une forme de procrastination, à mon avis. C'est ce que j'appelle la procrastination déguisée. C'est une tâche où tu as l'impression que c'est productif, mais en fait, non. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos, au final, pas en 2015. J'ai juste créé la chaîne en 2015, mais YouTube te donne juste le moment où la chaîne a été créée. Mais j'ai créé la chaîne parce que j'avais créé le nom de domaine Marketing Mania. Et donc, du coup, je voulais avoir les comptes sur les réseaux sociaux. Mais j'ai commencé sérieusement à créer des vidéos. J'en ai fait quelques-unes au début de 2016. J'en ai fait 3, je crois, en début de 2016, juste pour tester, parce que j'avais envie de tester des trucs. Mais je les ai sérieusement commencé à les faire fin 2016. Donc, mon idée, c'était juste de me dire, euh, je vais tester En gros, je faisais déjà des articles sur mon site, notamment des articles en profondeur, d'analyse marketing. Notamment, j'en ai un sur la hiérarchie visuelle, j'en avais sur comment fixer ses prix. Donc, je faisais des études de cas en profondeur sur différents sites. Et je faisais aussi, sur mon podcast, je faisais des conversations avec des entrepreneurs, des interviews. Mais j'avais fait une série sur influence et manipulation, qui était une série de 6 épisodes qui récapitulait le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui est un livre qui a été publié en 1984. Et ma série était là pour récapituler les principes de son livre et surtout expliquer comment est-ce qu'il s'est appliqué dans l'univers du web, puisque le livre, évidemment, comme il date des années 80, n'est pas expliqué pour l'univers du web. Donc j'avais fait ces éléments-là et donc j'avais quelques idées de ce qui pouvait intéresser les gens et du type de contenu que je pouvais produire. Ensuite, j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Nerdwriter, qui est une chaîne YouTube américaine qui fait des analyses de films. Et je me suis dit, tiens, le gars, il a un format un petit peu intéressant. Et donc, du coup, j'ai un peu combiné tous ces éléments et je me suis dit, si moi, je faisais des analyses marketing comme je le fais sur mon blog, mais sur YouTube, en reprenant un format qui est proche du Nerdwriter, donc un format très écrit, très monté, très recherché, très spécifique sur l'analyse d'un sujet particulier. Et si en plus, je donnais un angle psychologique à mes analyses comme ça semble fonctionner sur mon podcast. Donc j'ai un peu mixé tous ces ingrédients, je me suis dit tiens, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Mais la réalité c'est qu'au départ, je n'avais pas du tout de vision spécifique de ce que ça allait donner. Pour te montrer qu'au départ, j'ai juste fait 3 vidéos en janvier et puis après, je l'ai mis de côté pendant 6 mois. Parce que voilà, j'avais d'autres choses à faire et j'avais des trucs qui étaient plus importants à faire que ça à l'époque. Et après, quand je m'y suis remis, j'ai commencé à faire quelques vidéos, mais en parallèle, je continue à publier des articles invités, je continue à faire des podcasts, c'est juste une stratégie parmi d'autres. Donc moi, je fonctionne sur un système que j'appelle la méthode des 90 jours, c'est-à-dire que j'essaye de me fixer des objectifs de long terme et ensuite, tous les 90 jours, je vais établir le plan qui me semble le plus pertinent pour atteindre ces objectifs. Ce qui fait qu'au départ, mon plan de 90 jours, c'est on va tester quelques vidéos, on va faire 3-4 vidéos et voir ce que ça donne. Et quand j'ai vu que ça a commencé à avoir des résultats qui étaient, que ça faisait quelques centaines de vues, que j'avais du bon feedback, que ça pouvait être intéressant, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en faire plus. Et je vais essayer de continuer sur cette stratégie. Et plus ça a marché, évidemment, plus j'ai continué à mettre de temps dessus. Et à partir de la première moitié de 2017, c'est le moment où la chaîne a commencé vraiment à avoir de l'attraction. Et j'ai commencé à mettre essentiellement 100% de mes efforts sur la création de vidéos. Donc j'ai switché au fil du temps de plus en plus d'efforts dessus. Mais si on m'avait dit jusqu'où ça irait, je ne pense pas que j'aurais pu l'imaginer. Parce qu'à l'époque, quand je me suis lancé, avoir 100 000 abonnés dans dans le domaine du web marketing, c'était inouï, ça n'existait pas. Donc en fait, tu m'aurais dit, tu vas avoir 300 000 abonnés un jour, ça m'aurait rien dit, tu vois. Et c'est plus au fil du temps que j'ai découvert ce qui était possible et j'ai aussi découvert ce qui marchait en termes de format et que j'ai itéré vers des formats de plus en plus efficaces et que j'en suis arrivé en fait là où la chaîne est aujourd'hui. Ok. À partir de quel moment tu t'es dit que ça pouvait marcher cette chaîne YouTube et à partir de est-ce qu'il y a une vidéo qui on va dire qui a un peu buzzé quoi pour générer cette croissance? Donc il y a un mois, en début 2017, je ne sais plus si c'était le mois de mars ou le mois d'avril, mais en gros, en un mois, en 2017, je dois passer de
de 7 000 abonnés à 30 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc c'est un mois en gros après des mois et des mois à publier des vidéos et à gagner quelques centaines d'abonnés par mois, tu vois, de manière assez régulière. À un moment donné, j'étais à 10 abonnés par jour, j'étais content. Et d'un coup, je me retrouve à gagner dans un mois quelque chose comme 20 000, 25 000 abonnés. Donc c'est à ce moment-là où il y a vraiment eu un point de bascule. Il y a un mois particulier où mes vidéos ont commencé à devenir virales. Et après, c'est un truc que j'ai revécu plusieurs fois. J'ai souvent eu des mois où je commençais à gagner 40, 50 000 abonnés parce que mon modèle de vidéo est propice à ça et un modèle qui est propice à créer des vidéos virales. Donc voilà ce qui s'est passé et c'est assez particulier la manière dont ça fonctionne. C'est que il y a 2 vidéos qui ont commencé à devenir virales à ce moment-là qui sont les 7 techniques de persuasion du loup de Wall Street et vendez-moi ce stylo. Mais c'est des vidéos qui sont devenues virales du coup en mars-avril de l'année 2017, mais qui avaient été publiées respectivement en août et en septembre de l'année 2016. Donc c'est des vidéos qui avaient au moins 5-6 mois et qui tout d'un coup se sont repris un pic de trafic et de viralité et qui se sont mis à re-exploser. Et ça, c'est un truc que moi, je vois très souvent sur mes analytics YouTube. C'est-à-dire que des vidéos vont exploser à retardement, très souvent. Ok. Voilà. Et c'est un truc qui m'est arrivé 3-4 fois. Ma vidéo sur Better Call Saul a fait la même chose. Et si tu regardes les analytics de cette vidéo, elle a marché, mais pas un truc de ouf quand elle est sortie. Je crois qu'elle avait fait 100 000 vues. Et après, elle s'est mise à faire un pic de trafic. Et maintenant, elle a dépassé le million de vues. Ma vidéo Squeezie versus Thibaut InShape, elle avait très bien marché quand elle est sortie. Mais elle s'est repris récemment, genre en décembre, elle s'est repris un pic de trafic où elle s'est remis à faire énormément de vues sans explication particulière. C'est juste la manière dont l'algorithme fonctionne, puisque Ouais, c'est ça, c'est l'algorithme l'algo de YouTube. est tout le temps en train de recommander mes vidéos. De temps en temps, il va découvrir en fait une nouvelle poche de trafic ou un nouveau public pour une de mes vidéos. Et du coup, la vidéo va redevenir virale même des mois après être sortie. Et c'est ce qui s'est passé avec mes 2 vidéos. Donc, c'est des vidéos qui m'ont rapporté des dizaines de milliers d'abonnés, mais uniquement 5 mois après leur publication initiale. Ok, très bien. On va parler de rencontres maintenant. Y a-t-il des rencontres qui ont marqué ta vie d'entrepreneur et peux-tu m'en citer quelques-unes? La première personne qui a énormément marqué mon parcours, c'est un gars qui s'appelle Consti. Il a un site qui s'appelle Coach Drag. Et du coup, c'est un coach en séduction. Et c'est une des premières personnes à avoir vu la valeur dans ce que je faisais, dans ce que j'apportais. Et je l'ai rencontré quand j'ai commencé à écrire des articles invités, parce que je cherchais à générer du trafic pour mon site, comme je te le disais, sur Séduction Academy. J'ai découvert que AdWords, ça allait pas marcher très longtemps. Et donc, j'ai commencé à écrire des articles invités. Et il s'avère que les articles invités que j'écrivais sur son site, généraient des bons résultats. Les gens aimaient bien, les gens commentaient mes articles et allaient s'abonner à ma liste email. Et donc, du coup, j'ai commencé à développer une relation avec lui. Et pendant un long moment, on s'appelait en fait toutes les semaines. Et lui, c'était quelqu'un qui était plus avancé, qui vivait à plein temps de son site. Et on s'appelait toutes les semaines et on discutait des projets qu'on avait en cours. On avait un espèce de mastermind informel à 2. Et pendant toute une période, ça m'a beaucoup aidé à me faire une idée de ce que c'était que le marché, de ce que c'était que la vie d'entrepreneur, d'évaluer ma stratégie, de m'encourager aussi à continuer à produire des articles. C'était une époque où je ne gagnais pas encore ma vie avec ça. Mais voilà, j'étais assez sérieusement dessus et je passais pas mal de temps à travailler à tout ça et à créer du contenu. Ça, c'était la première personne qui vraiment, avec qui vraiment j'ai eu ce contact direct et avec qui j'avais une relation proche dans le monde d'entrepreneurs. Je pense que c'est la première personne qui est devenue un ami dans le monde des entrepreneurs. Après ça, le deuxième facteur qui m'a vraiment changé, c'est quand j'ai commencé à aller en Asie et j'ai commencé à me connecter avec les communautés d'entrepreneurs qui étaient ici et notamment à Ho Chi Minh. Quand j'ai débarqué à Ho Chi Minh pour la première fois et quand j'ai découvert qu'il y avait toute une communauté d'entrepreneurs web qui était là-bas, qui était super accueillant et qui habitaient tous dans la même rue. On avait une rue où tout le monde habitait, donc du coup, tu sortais de chez toi, tu allais prendre ton petit-déj et tu rencontrais des gens que tu connaissais. Un truc totalement improbable, tu vois, comme si c'était dans un petit village où tu connais tout le monde. Tu as l'impression de connaître tout le monde et il y avait une communauté super soudée. Et là, j'ai débarqué là-bas quand je gagnais ma vie avec mon business, mais quand j'étais au départ, si tu veux, de la trajectoire, en bas de la courbe, où quand tu commences à gagner ta vie, mais pas encore énormément. Et donc, du coup, tu te demandes un petit peu, est-ce que ça va être mon futur et c'est quoi ma carrière et comment est-ce que je construis ça et comment est-ce que j'en fais un vrai truc. Et là, du coup, me connecter avec une communauté d'entrepreneurs dont beaucoup étaient plus avancés que moi, avaient des années d'avance sur moi, et pouvoir comprendre comment est-ce que eux ils géraient ces éléments-là et comprendre ce qui était important, ce qui n'était pas important, comprendre la stratégie de produit, ça m'a beaucoup boosté. Et peu de temps après avoir été arrivé,
j'ai commencé à doubler mon revenu, j'ai commencé à réfléchir en termes beaucoup plus business, en termes beaucoup plus entrepreneur, en termes d'équipe, en termes de, tu vois, de marketing à plus grande échelle, plutôt que simplement de réfléchir en termes de petit blogueur qui fait des articles invités et qui fait son petit truc, réfléchir à un cran plus grand, réfléchir à ce qu'il pouvait y avoir après. Et ça m'a beaucoup aidé, notamment parce qu'eux, ils ont une conférence, donc toute cette communauté d'entrepreneurs dont je te parle, Ouais. ils ont une conférence qu'ils font tous à Bangkok en octobre, auquel je vais quasiment tous les ans. Et, euh, et tu vas à cette conférence et ça, pour le coup, ça t'éclate le cerveau. Parce que là, tu as des gens qui vont être des entrepreneurs qui sont à des multiples millions, qui vont discuter avec toi, qui vont parler un peu de tes projets. Et ça, jamais de ma vie, j'avais eu ça. Jamais de ma vie, j'avais des gens qui étaient à ce niveau-là et à ce niveau d'impact, qui allaient pouvoir discuter avec moi, me donner des conseils. Et ces gens-là, j'aurais simplement pas eu accès à eux si j'étais resté, tu vois, dans mon cocon un petit peu en France. Parce que, après, c'est compréhensible, hein. Si tu es comme ça, tu es vachement sollicité, il y a plein de gens qui veulent te voir, il faut qu'il y ait une barrière à l'entrée. Et en l'occurrence, quand tu vas en Asie et que tu débarques et que tu rencontres ces gens-là, la barrière à l'entrée, c'est le déplacement, c'est avoir fait cet effort de venir à l'autre bout du monde, de venir à cette conférence. Et une fois que tu es à cette conférence, il y a 350 personnes et tu as accès à tout le monde. C'est clair. Et pour revenir à Séduction Academy, pourquoi t'être lancé dans ce domaine-là? Est-ce que tu avais une affinité particulière J'avais passé beaucoup de temps dans ce domaine, à rencontrer des gens, simplement en tant que personne qui était intéressée par la séduction et qui voulait pratiquer le truc. Donc, c'est quelque chose que je connaissais très bien. Et pour moi, c'était assez évident. C'est plus ou moins la première idée que j'ai eue. C'est le premier site d'ailleurs que j'ai créé. Le premier nom de domaine que j'ai réservé, c'était ça. Donc, c'était directement un truc qui me semblait assez évident parce que c'est un domaine où il y a un gros marché, il y a pas mal de demandes, il y a beaucoup de gens qui opèrent sur ce marché. Je pensais que j'avais quelque chose potentiellement différent à apporter ou une approche un petit peu nouvelle à apporter. Et moi, j'avais beaucoup de connaissances et d'affinités avec ce marché. Donc voilà, il y avait un aspect stratégique de penser que j'avais quelque chose à faire. Il y avait un aspect où c'était le truc que je connaissais le mieux. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais commencer par ça. Et je m'étais toujours dit que je voulais que ça soit... Je voulais monter différents business. Mais en fait, à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais une idée assez naïve, en fait, de la difficulté que ça allait être de monter un business. Et parfois, je vois des gens qui commencent comme ça en disant, ouais, je vais monter ce business, ensuite ça, et ensuite ça, et j'aurai un espèce de, tu vois, d'empire commercial que je vais monter. Et en fait, ça tu peux le faire, mais ça, c'est un plan à 5-10 ans, en fait. C'est pas un plan où, genre, si tu montes un site aujourd'hui, c'est pas dans 6 mois que tu vas dire, bah tiens, je vais monter un autre site, mon truc il tourne, tu vois. Donc, je sous-estimais un petit peu le temps et le niveau d'investissement et la profondeur que j'allais aller rentrer dans le domaine de la séduction. Je pensais que c'était un projet que je pouvais monter et qui allait plus ou moins tourner tout seul, ce qui n'était pas du tout le cas, avant plusieurs années en tout cas. Et du coup, j'ai lancé ça sans trop me poser de questions parce que ça me semblait être une idée évidente à tester, à lancer. Une fois que je suis rentré, j'ai découvert que mon idée initiale, très simple, de vendre un petit e-book, etc., allait pas suffire, qu'il fallait aller beaucoup plus loin, qu'il fallait apprendre beaucoup plus, qu'il fallait développer des vraies compétences en termes de marketing, en termes de positionnement, en termes d'acquisition de trafic, en termes de copywriting. Et en fait, le temps de développer toutes ces compétences, ça m'a pris un petit moment de creuser là-dedans et de continuer à explorer ce domaine-là. Ok. Et pour en finir avec tes expériences, on va parler de tes prises de risque. Selon toi, quelle a été ta plus grande prise de risque? Je pense que fondamentalement, c'est la décision d'arrêter de faire des études et à la place de faire du business en ligne. Je pense qu'à ce stade-là, tu atteins un certain point, un stade de non-retour, où tu as le choix entre deux possibilités qui ont les deux leurs risques et leurs avantages. Je ne dirais pas que nécessairement devenir entrepreneur, c'était plus un risque qui aurait été dans mon chemin, parce que certes, avoir ce diplôme et avoir ce parcours d'école de commerce, ça te donne une sécurité, je veux dire, sur le marché de l'emploi. Mais personnellement, je pensais que j'allais être totalement déprimé dans cette voie, en fait. Donc, il y avait ce côté où je me disais, tiens, si je prends ça, je prends vraiment le risque que je vais vraiment me lancer dans une trajectoire de vie que j'ai pas du tout envie de suivre. Et donc, l'autre choix, c'était vraiment de monter ce business et de me dire, je vais me reposer là-dessus, tu vois. Et donc, en gros, de me dire, au lieu de me reposer sur le bout de papier qui est mon diplôme, je vais me reposer sur les compétences que je peux développer en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est le pari que j'ai fait. Et du coup, c'est un pari sur toi-même. C'est un pari de dire, je vais pouvoir monter des trucs qui fonctionnent, je vais pouvoir développer des compétences. Si mon projet se plante, je vais développer suffisamment de compétences et de réseaux pour que quelqu'un d'autre puisse m'engager et pour faire ça à la place. Et
c'est donc un pari sur toi, en fait. C'est une idée de dire, est-ce que je pense que je peux essayer de me débrouiller moi-même et sortir mon aiguille du lot euh, sur Ok, l'entrepreneuriat. ok. On va parler maintenant de ton livre qui sort le 30 janvier, donc Votre Empire dans un sac à dos, décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Alors, il est déjà numéro un des ventes en précommande sur Amazon notamment. Pourquoi, ma première question elle va être assez simple, c'est pourquoi avoir écrit un livre. Pour moi, il y a l'aspect personnel et puis il y a l'aspect un peu plus stratégie. Donc l'aspect personnel, c'est moi, j'avais toujours voulu écrire un livre. C'était toujours un rêve que j'ai eu quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, je voulais écrire et on me disait, écrire, c'est pas un vrai métier, mais tu peux trouver un vrai métier et puis tu peux écrire à côté des livres si ça t'amuse. Tu vois. C'est un peu ce qu'on me disait. Mais moi, c'est vraiment ce que je voulais. J'étais beaucoup dans le livre, j'adorais lire et j'adorais aussi écrire quand j'étais enfant. J'écrivais beaucoup j'essayais d'écrire des histoires, d'heroic fantasy, ce genre de choses. Et j'écrivais beaucoup et c'était un peu un truc que je kiffais, j'adorais créer. Mais on me disait c'est pas un vrai travail, donc il fallait trouver un vrai travail à côté. Donc là, il y avait cet aspect, tu vois, toujours de personnel. Et puis, moi, j'ai toujours eu ce côté où quand je vois un truc et que ce truc-là me fait kiffer, j'ai envie de faire la même chose. Donc, quand j'étais gamin et que je lisais Harry Potter, je me dis, moi aussi, j'ai envie d'écrire des livres de fantasy. Quand j'ai découvert, je sais pas, Naruto, je me suis dit, tiens, moi aussi, je veux faire des mangas. Quand j'ai découvert les jeux vidéo, je me suis dit, tiens, moi aussi, je veux faire des jeux vidéo. Et bah, quand j'ai découvert les livres de business et que je me suis commencé à me passionner pour les livres de business et de psychologie, je me suis dit, tiens, putain, ça devrait être super cool de pouvoir écrire un livre de business et de pouvoir avoir des concepts, d'expliquer, trouver tes exemples, de faire tes recherches, etc. Mais bien sûr, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine, bah, j'avais pas grand-chose de nouveau à t'apporter. C'est-à-dire que j'avais lu pas mal de livres, mais j'avais pas un message qui était unique à t'apporter. Et ce qui fait que j'ai décidé de le faire aujourd'hui, là où j'ai toujours eu envie de le faire, mais je ne l'avais pas fait dans des années précédentes, c'était que à partir de, à partir de 2018, on va dire, j'ai commencé à vraiment synthétiser mon message, j'ai commencé à comprendre ce que je pouvais raconter qui était unique et que les gens ne trouvaient pas autre part. Et ça, je l'ai vu, et c'est la grande force de créer du contenu sur Internet, c'est que ça te force à itérer régulièrement ton contenu, à trouver les formats qui fonctionnent et à avoir beaucoup de feedback sur tes différents projets. Donc j'ai créé différents types de contenus et j'ai commencé à voir ce qui intéressait les gens. J'en ai fait plus, je l'ai approfondi, j'ai testé des variantes jusqu'à trouver une formule qui fonctionnait bien. Et ma formule qui fonctionne bien, c'est vraiment expliquer aux gens les fondamentaux psychologiques du marketing plutôt que les tactiques de surface, les tactiques à la mode. Vraiment aller sur ces fondamentaux et les expliquer avec des exemples qui sont un peu inattendus. Et quand j'ai commencé ça, j'ai commencé à synthétiser mon message. Je me dis, tiens, là, il y a un livre. Si je peux prendre ce que je raconte dans ma vidéo YouTube et l'approfondir sur 250 pages, avec tous mes exemples, avec une structure globale, avec tous les concepts, avec tous les besoins, avec cette approche psychologique, là, je pense que j'ai vraiment un message qui est unique et que les gens ne trouvent pas ailleurs. Et c'est pour ça que les gens gravitent là-dessus sur YouTube et c'est pour ça que les gens consomment mon contenu sur YouTube. Et je pense que les gens qui aiment mon contenu sur YouTube aimeront un livre qui prend la même approche, mais qui l'étend sur 250 pages. Et Clairement. du coup, en 2018, j'ai eu l'idée qu'il y avait ce message et il me manquait un dernier ingrédient qui était de trouver le temps ou de prendre le temps de le faire. Et en 2018, c'est l'année où j'ai recruté mon premier employé à plein temps, hein. Mais j'ai pas trouvé le temps en fait de le faire. En 2019, j'ai recruté 2 autres personnes et là, je suis arrivé à un point où je me suis dit, maintenant 3 autres personnes, mais le troisième est arrivé plus tard quand le livre commençait à être fini. J'ai commencé à me dire, ok, cette année, je vais me bloquer 6 mois, je vais faire le livre, je vais cristalliser ce message, je vais avoir ce truc-là qui pourra être dans toutes les librairies, qui pourra être à la FNAC, qui pourra être chez Cultura, qui pourra être un espèce de truc qui est posé avec l'objectif que je me suis fixé d'en faire un des classiques de la vente et du marketing. Ou quand tu te demandes dans 5 ans quels sont les livres à lire pour démarrer dans le business en ligne, je voudrais que mon livre il soit un de ces livres qui soit cité. On verra si le pari est réussi, mais je voudrais que le livre, tu vas plus avoir ce niveau-là. Donc forcément, ça demande d'y investir beaucoup de temps et ça demande du coup, pour moi, derrière, d'avoir mon équipe, d'avoir le message. Et c'est pour ça, du coup, que je l'ai fait en 2019 et pas dans les années précédentes. Je pensais que j'étais prêt, je pensais que j'avais le message, je pensais que j'avais aussi l'expérience. D'ailleurs, j'ai beaucoup écrit sur mes vidéos puisque mes vidéos sont scriptées et donc j'avais l'habitude d'écrire. Je me suis dit, ok, là c'est bon, j'ai les ingrédients, il est temps de le faire, il est temps de le poser et de voir jusqu'où je peux aller avec ce livre, jusqu'où je peux aller sur ce nouveau médium, en librairie, à la FNAC, sur Amazon. Ok. Et on va parler de ton processus créatif.
Est-ce que tu peux nous parler de ce processus de création pour ce livre? Combien de temps as-tu mis pour l'écrire? Et est-ce que tu avais un rythme de travail quotidien sur ce bouquin? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais. Au total, j'ai bossé sur le livre entre décembre 2018 et on a terminé les dernières épreuves en décembre 2019. Donc ça, c'est la période sur laquelle le projet a vraiment été sur la table, sachant qu'en fait, presque 6 mois plus tôt, il avait commencé, j'avais commencé à avoir mes rendez-vous avec l'éditeur, j'avais commencé à proposer un plan, etc. Mais après ça, j'ai pas vraiment bossé dessus du coup sur l'année 2018. Donc sur cette période où le livre a été en cours, et j'ai passé environ 6 mois à plein temps à l'écrire grosso modo, intercalé. Donc il y a eu 2 grandes périodes d'écriture. Il y en a eu une qui était entre mars et avril, grosso modo, mars, avril, mai. J'ai écrit un petit peu sur cette période, environ 30-40% du livre, je pense. Et après, je m'y suis remis à partir d'août. Et entre août et décembre, ça a été un des projets enfin, c'était le projet principal sur lequel j'ai fait. C'est pour ça qu'il n'y a eu aucune vidéo pendant cette période. Donc ça fait à peu près 6 mois sur lequel le livre était mon projet principal, réparti en 2 grandes tranches. Sachant en fait que sur le processus d'écriture, bon, d'abord tu as tout le processus de plan, le processus de structuration, qui devient de plus en plus complexe à mesure que ton projet s'allonge. Donc par exemple, sur un email de vente, je peux plus ou moins... J'ai même pas besoin de faire un plan, quoi. Je comprends le début, le milieu, la fin, là où je vais arriver, le concept que j'amène. C'est un email de 1000 mots. Je peux le sortir comme ça directement. Sur un truc un peu plus long comme une vidéo YouTube, il faut que j'écrive un plan, il faut que je comprenne bien la structure, il faut que je comprenne la progression de mes idées. Mais grosso modo, la structure que j'ai écrite, elle est bien conceptualisée et elle va tenir jusqu'au bout de la vidéo. Sur un livre, c'est compliqué de pouvoir avoir la vision entière de ton livre et pouvoir conceptualiser l'ensemble du livre et l'ensemble des ingrédients que tu dois avoir et l'ensemble de la progression de toutes tes idées et l'équilibre entre le storytelling, les exemples, les concepts, la mise en application. Pouvoir avoir quelque chose qui coagule, c'est pas si facile que ça. Donc ça veut dire que tu as une phase de planification qui est assez longue et qu'ensuite, même dans ta phase d'écriture, tu vas encore être en train de repenser à tout ça. Et le truc qui a aussi pris beaucoup de temps sur le livre, c'est qu'en fait, j'ai passé plus de temps sur toutes les phases de relecture, et je crois que j'ai eu 6 ou 7 relectures différentes, que sur la rédaction en fait. C'est-à-dire que tu as écrit ton premier jet entier, tu as écrit ton manuscrit entier, tu es arrivé au bout du livre, et en fait, tu n'as même pas fait la moitié du travail, parce qu'il faut repartir de zéro, et il faut faire les relectures, et il faut l'améliorer. Et du coup, ça va de première relecture, tu vas découvrir que ton chapitre, il est mal structuré, qu'il y a des répétitions, qu'il manque des exemples, il manque des concepts, que le chapitre il est beaucoup trop long. Et en fait, il devrait être divisé en plusieurs chapitres. Donc au départ, tu as un vrai travail sur la structure, tu as un peu du gros œuvre. Et petit à petit, tu vas avoir cette structure qui va être affinée jusqu'à bien fonctionner. Et là, tu vas commencer à travailler sur tes paragraphes, sur tes phrases, comment est-ce que je m'exprime mieux, comment est-ce que j'explique cette idée de manière plus impactante, comment est-ce que ici je choisis le bon mot. Et donc, relecture après relecture, tu vas être de plus en plus sur des éléments de détail, sur le choix des mots, de la ponctuation, de la manière dont les choses sont présentées, et de moins en moins sur la structure. Et quand tu commences à vraiment à te dire, ok, là, je suis vraiment à la virgule près, au mot près, au choix très précis, c'est là où tu commences à dire, ok, j'arrive vers la fin et j'ai presque terminé. Donc pendant cette période où je bossais dessus, ça veut dire que tu vois, c'était mon projet principal, que je me levais, que je commençais à bosser sur le livre, en principe toute la matinée, mais souvent je bossais dessus jusqu'à 14, 15 heures, 16 heures, et mes matinées d'écriture étaient vraiment longues parce que simplement c'était un projet qui prenait du temps, et je voulais éliminer le plus possible les autres distractions, les autres projets qui pouvaient être menés en parallèle pour pouvoir être concentré uniquement sur ce truc-là, parce que je savais que faire un livre et jongler sur 4 autres projets à la fois, tu prends le risque que ton livre il se mette à traîner et que tu te le traînes pendant 2 ans, et c'est vraiment quelque chose que je voulais éviter. Ok. Au début de ton bouquin, tu parles d'un mec assez incroyable qui s'appelle Gary Albert. Je sais pas trop comment le prononcer. Gary Albert. C'est un copywriter qui devient multimillionnaire avec un simple courrier postal. Est-ce que tu peux nous en parler de ce mec? Comment t'en as entendu parler? Comment tu l'as découvert? Donc quand j'étais sur Séduction Académie et que j'ai commencé à m'intéresser au copywriting, je me suis renseigné sur quels étaient
les livres à lire pour apprendre le copywriting. Et c'est là que j'ai découvert un gars qui s'appelle Gary Albert. Et je pense que le premier point qui est intéressant sur Gary Albert quand tu l'étudies aujourd'hui, c'est que c'est un gars qui a commencé dans les années 60, qui a été actif sur les années 70, 80, 90 et jusqu'en les années 2000, il est décédé dans les années 2000. Et pourquoi lire un gars qui a fait ses premiers succès dans les années 60 et qui écrit ses textes, ses conseils de copywriting, ils ont été écrits dans les années 80. Pourquoi étudier ce gars-là aujourd'hui ? Et pour moi, ça illustre ce qui a été le plus important dans mon parcours et aussi dans mon message, c'est l'importance de revenir aux fondamentaux de la psychologie humaine. Parce que si tu regardes les tactiques marketing que lui, il utilisait, c'est-à-dire le courrier postal, c'est-à-dire les pubs dans les magazines, c'est-à-dire quel type de timbre est-ce que tu utilises, forcément, c'est obsolète. Et tu te dirais, pourquoi est-ce que je n'utiliserais pas un mec qui fait des Facebook ads, des webinaires, du Instagram, pourquoi est-ce que j'utiliserais un mec qui écrit dans les années 80 ? Ce qui est important, c'est que Gary Albert, il t'explique aussi les fondamentaux de la psychologie humaine, quels sont les titres qui vont faire que les gens vont être intéressés par ton message, qu'est-ce qui fait une bonne offre, qu'est-ce qui fait un bon pitch de vente. Et c'était à une époque où, comme tu écris en courrier postal, chaque courrier postal que tu envoies te coûte de l'argent. Donc, si tu n'es pas bon dans tes conversions, si tu n'as pas suffisamment de taux de conversion, si tu n'as pas suffisamment d'acheteurs, eh bien, tu perds de l'argent sur tes campagnes. Donc, tu es obligé d'être bon. Et puis, bien sûr, tu as souvent une seule lettre pour convaincre les gens. Tu n'as pas le luxe de devenir meilleur ami avec eux sur une chaîne YouTube où les gens vont te regarder pendant des mois et des mois avant d'acheter. Donc, il faut être très bon, très persuasif, très impactant. Il faut capter l'attention d'une personne qui ne te connaît pas en quelques lignes sur ta lettre. Et donc, du coup, il va réfléchir à quelles sont les motivations fondamentales de l'esprit humain. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va lire un courrier ? Comment est-ce que tu captures l'attention ? Comment est-ce que tu démontres une crédibilité ? Comment est-ce que tu démontres une valeur ? Comment est-ce que tu prouves que ton produit va marcher ? Comment est-ce que tu diminues le risque ? Comment est-ce que tu présentes une garantie ? Etc. Et le fait pour nous aujourd'hui, en 2020, d'aller voir un gars comme ça te force à séparer ce qui sont les éléments fondamentaux de psychologie humaine qui ne changent pas des tactiques de surface. Puisque les tactiques de surface, chez lui, tu les vois clairement. C'est les trucs qui sont obsolètes, c'est les trucs qui sont on va envoyer tel type de timbre plutôt que tel type de timbre. Mais tous les éléments psychologiques, ils n'ont pas changé depuis les années 60 et même depuis les années 20. Donc le premier vrai livre fondamental de copywriting qui a été écrit, c'est Claude Hopkins, ça s'appelle Scientific Advertising et ça a été publié en 1927. Et c'est un livre que tu peux lire aujourd'hui qui est toujours pertinent et qui est d'ailleurs toujours conseillé pour les gens qui sont vraiment intéressés par le copywriting. Et la raison pour laquelle j'aime beaucoup parler de cette histoire de Gary Albert, c'est pour te montrer que il y a des trucs qui vont changer, il y a des tactiques qui vont aller et venir. Et ces tactiques, elles peuvent avoir leur importance. Tu vois. C'est important aussi de comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube. Est-ce que ça sera toujours pertinent dans 30 ans ? Probablement pas. Ça reste intéressant. Mais ce qui est beaucoup plus fondamental, c'est de comprendre comment est-ce que les vidéos que tu proposes, elles vont intéresser les gens, comment est-ce que tu vas capter l'attention et comment est-ce que tu vas proposer quelque chose qui est différent des autres. Et ce que tu découvres, c'est que si ta seule source d'inspiration, c'est de regarder les gens qui sont dans le même domaine que toi et de copier ce qu'ils font, tu vas juste faire la même chose que ce que tout le monde fait et tu auras du mal à te différencier. Alors que si ta source d'inspiration, c'est d'aller voir des gens qui sont dans des domaines totalement différents du tien ou même qui sont dans des époques totalement différentes de la tienne, tu vas avoir de l'inspiration et des idées auxquelles personne d'autre ne pense. Donc quand moi, je vais aller étudier des gens qui écrivent dans les années 60, 70, 80, ou quand je vais étudier des gens qui sont dans des domaines totalement différents du mien, des youtubeurs qui sont dans le cinéma, des youtubeurs qui sont dans les effets spéciaux, des youtubeurs qui sont dans différents domaines, ça va me donner des idées qui sont différentes, ça va me permettre de réfléchir de manière plus créative parce qu'au lieu de réfléchir sur la surface des tactiques, je vais me dire, ok, ici, qu'est-ce qui fait que ce courrier postal de 1973 fonctionne ? Pourquoi est-ce que ça marche ? Quelles sont les accroches psychologiques ? Quels sont les angles ? Quelles sont les tactiques qui fonctionnent ? Et là, tu vas en apprendre des éléments qui sont fondamentaux. Et puis après, tu dis, OK, dans mon domaine sur YouTube, pour ma pub Instagram, pour ma pub Facebook, pour mon webinaire, qu'est-ce que je peux récupérer de cette lettre de 1973 pour mon contenu actuel ? Et c'est là où tu vas vraiment devoir réfléchir beaucoup plus difficilement et beaucoup plus profondément à ce que tu es en train de faire. Ok. Et dans ton livre, tu parles aussi justement des idées reçues sur le marketing, comme le fait que le marketing doit créer le besoin. C'est vrai qu'on entend souvent ça, que le marketing doit créer le besoin. Puis on met en référence des boîtes comme Apple, etc. Et toi, est-ce que tu peux nous parler justement de ta vision du marketing ? Je
pense que pour comprendre ce qu'est le marketing, c'est intéressant de comprendre aussi le mot. Le marketing, c'est market. Market, c'est le marché. Le marché, c'est l'ensemble des personnes qui vont potentiellement acheter ou ne pas acheter ton service. Donc c'est les gens qui sont de l'autre côté. Donc le marketing, c'est toutes les activités qui vont te permettre de créer une interface, de créer une connexion avec ce marché, ces gens qui vont acheter ou pas ton service. Donc quand les gens te disent le marketing, c'est quoi? C'est les pubs sur TF1. Ça fait partie. Parce que c'est une manière dont tu vas toucher ton marché. Mais ce n'est pas la seule chose. Et par exemple, le marketing, c'est aussi créer un produit. Créer un produit qui répond à un besoin, c'est du marketing. La recherche de marché, c'est évidemment du marketing. Comprendre le besoin, c'est du marketing. Appeler un client pour comprendre ce qui peut l'intéresser, c'est du marketing. Donc, tous ces éléments qui vont te permettre de créer cette connexion et de comprendre le besoin de ton marché, c'est des actions qui sont marketing. Et c'est pour ça que la plus grosse erreur que font les gens en termes de marketing, c'est de penser que c'est quelque chose, c'est une surcouche qui peut être ajoutée a posteriori. J'avais souvent ce cas de figure quand je travaillais en tant que consultant dans la pub Facebook. Quelqu'un vient me voir et fait bonjour, voilà mon site, voilà mon produit, je ne fais pas de vente, je n'ai pas de trafic, aide-moi. Et mon objectif, c'est de faire des ventes et d'être rentable. Maintenant, le truc, c'est que si tu penses que tu vas faire un site qui intéresse personne et tu vas mettre de la pub Facebook et ça va être de la poudre de perlimpinpin magique qui va tout d'un coup faire marcher ton business, c'est une erreur massive. Une erreur massive qui est de te dire, est-ce que ma proposition de valeur ici, elle intéresse les gens? Est-ce que mon produit, il intéresse les gens? Est-ce que je réponds à un besoin? Est-ce que je suis différent? Est-ce que mon pitch de vente est persuasif? Si tout ça ne fonctionne pas, la surcouche de la pub Facebook va juste te faire perdre de l'argent. Et plus globalement, la surcouche du marketing sur un message, sur un produit qui fondamentalement n'intéresse pas les gens, va juste te faire perdre de l'argent. Et donc le marketing, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que juste son expression, la partie émergée de l'iceberg, qui est la pub, que ce soit sur Facebook ou sur TF1. C'est quelque chose qui commence à me dire, ok, comment je me positionne, c'est quoi mon nom, c'est quoi mon accroche, c'est quoi mon pitch, c'est quoi ma proposition de valeur. Et donc, quand les gens vont te dire, ouais, le marketing, c'est juste quelque chose qu'on va rajouter après, eh bien, souvent, c'est, par exemple, des gens qui vont être très dans la technique de leur produit, par exemple. Et qui ont ce produit, si ce produit est génial, bon, je vais trouver un marketeur et il va aller me le vendre, il va aller faire ce travail un peu sale d'aller vendre. Ça marche rarement. Parce que si tu n'as pas commencé ton produit avec une compréhension profonde du besoin client, le marketeur qui arrive après, même s'il est super bon, il ne va pas non plus réussir à refourguer le truc que les gens de base ne veulent pas. Tu vois, il y a des limites à ce que tu peux faire en marketing. La meilleure pub du monde ne va pas sauver un produit si les gens voient ce produit et disent tiens, la pub est cool, mais le produit, je m'en fous. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et inversement, sur la création du besoin, le meilleur marketeur au monde ne va pas convaincre les gens qu'ils ont un besoin particulier. Les gens ont des besoins qui sont fondamentaux, qui sont établis. Ils ont des besoins physiologiques, manger, dormir, ils ont des besoins de sécurité, ils ont des besoins sociaux, ils ont des besoins d'ego, d'image, de compétition, d'argent, tout ce que tu veux, d'appréciation, de dépassement de soi, de s'accomplir. Ils ont plein de besoins. Ces besoins, ils sont là. Il y a différentes manières dont on va les accomplir et un nouveau produit peut te donner une nouvelle manière d'accomplir ce besoin, mais un nouveau produit ne va pas créer ce besoin. Donc, tu as parlé d'Apple et c'est souvent un exemple que j'aime bien, c'est l'iPhone. Parce que les gens disent, ok, Steve Jobs a créé le besoin. Évidemment, en 2009, tout le monde voulait un iPhone, tout le monde avait besoin d'un iPhone, mais en 2005, personne n'avait besoin d'un iPhone. Donc l'iPhone a créé le besoin d'un iPhone. Le truc, c'est que si tu penses que ici, le besoin, c'est un besoin d'iPhone et que la raison pour laquelle les gens achètent un iPhone, c'est parce qu'ils ont besoin d'un iPhone, c'est une grosse erreur. En fait, il faut réfléchir à quels sont les besoins que ce produit t'aide à accomplir. Et en fait, si tu regardes les besoins auxquels répond un iPhone, c'est rester connecté avec ta famille, c'est te divertir quand tu t'ennuies, c'est avoir accès aux actualités, c'est pouvoir poster des photos sur Instagram pour montrer que ta vie est géniale et gagner en statut. C'est avoir une carte sur Google Maps où tu peux trouver où tu vas et avoir une fonction de GPS. Tous ces besoins sont là. Les besoins sociaux, les besoins de s'orienter, les besoins de statut, les besoins de se divertir, les besoins de s'informer. C'est des besoins qui ont toujours existé par différentes manières, que ce soit un journal, que ce soit le téléphone fixe avec un câble que tu avais chez toi, que ce soit l'ordinateur sur lequel tu faisais plein de choses qu'aujourd'hui tu ferais sur un iPhone, tu les faisais à l'époque sur ton PC. Ces besoins, ils existaient déjà. Donc l'iPhone te donne une nouvelle manière de répondre à ces besoins et de remplacer en fait un comportement existant par une nouvelle manière. Maintenant, si tu réfléchis à si dans le futur, on peut t'implanter une puce dans ton cerveau où toutes ces fonctions, tu pourras le faire sans te trimballer un iPhone,
Donc, tu as découvert que plus personne n'a besoin d'un iPhone. C'est juste une manière de répondre à ses besoins. Mais si on avait une manière encore plus efficace de répondre à ses besoins, eh bien, on prendrait une manière qui est encore plus efficace pour y répondre. Et c'est pour ça que quand tu crois que tu as un super produit et parce que ton produit est innovant, tu vas pouvoir créer un besoin pour les gens d'utiliser ce produit, c'est une grande erreur. Bien souvent, ce produit doit avoir un comportement qui est existant et remplacer ce comportement existant par un nouveau comportement qui est plus pratique. Donc, par exemple, est-ce que Airbnb a créé le besoin? Pas vraiment. Avant d'avoir Airbnb, les gens avaient d'autres options. Aller dans un hôtel, aller chez quelqu'un qu'ils connaissaient déjà. Et forcément, Airbnb te donnait une nouvelle option, une nouvelle manière de remplir ce besoin. Voilà. Mais si Airbnb s'était dit, tiens, on va trouver un tout nouveau comportement et on va essayer de convaincre les gens de faire un comportement qu'ils ne font pas, ça marche rarement ce genre de choses. C'est généralement le genre de boîte qui a une super technologie, a une idée super originale, mais ça intéresse personne et évidemment, ils n'ont pas vraiment de traction, ils n'arrivent pas trop à percer. À l'inverse, ceux qui prennent un besoin existant et disent tiens, on va prendre ce besoin existant et on va le remplir d'une nouvelle manière, même si c'est une manière qui est totalement nouvelle, par exemple, l'email, tu vois, c'est une innovation vraiment nouvelle. Mais on avait déjà des courriers, c'était juste une manière plus rapide, plus efficace de remplir un besoin qui était déjà existant. Facebook, c'est une nouvelle manière, tu vois, de te connecter avec un groupe social, de pouvoir poster tes photos, de pouvoir partager, de pouvoir gagner du statut. Donc beaucoup de comportements qui sont sur Facebook sont un peu nouveaux, mais les besoins qui sont fondamentaux ont toujours existé. Et c'est à partir du moment où tu comprends que ces besoins humains qui aujourd'hui vont driver le succès de Facebook, de Google, d'Apple, sont les mêmes besoins humains qui drivaient le chasseur-cueilleur dans sa tribu, tu commences à comprendre quelque chose sur les fondamentaux en fait, de la persuasion et quels sont les leviers fondamentaux que tu peux utiliser pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Ok. Tu penses que finalement le marketing n'a pas tellement changé aujourd'hui ou il y a 50 ans ou il y a 60 ans, c'est resté un peu les mêmes techniques, on va dire? En fait, il faut séparer le médium et le message. Donc, le médium, la manière dont tu vas faire passer ce message, le canal va être différent. Tu vois, c'est YouTube, c'est la télé, c'est la radio, c'est le courrier postal, c'est les journaux, c'est le bouche-oreille, c'est le gars qui est sur la place du village qui crie « Achetez, achetez, venez, venez, venez », tu vois. Donc, fondamentalement, les canaux ont changé. Ce qui a moins changé, c'est le message. Et pour ça, c'est intéressant de regarder, par exemple, le storytelling. En fait, tu regardes le storytelling que je dans un film hollywoodien et la structure de storytelling qui existe, c'est la même structure de storytelling qui existait dans l'Iliade et l'Odyssée. C'est le voyage du héros, et ça a été très bien montré par Joseph Campbell dans son fameux livre « Le héros aux mille et un visages ». C'est l'idée qu'il y a une structure fondamentale au mythe qui va attirer l'esprit humain. On va se dire, tiens, il y a un héros, il a un problème, il doit partir, trouver une solution, trouver un objet, avoir un mentor, et grâce à ce mentor, il va se transformer, confronter le mal, et grâce à ça, il va se transformer, et il va devenir une meilleure version de lui-même, et va pouvoir aider le reste de l'humanité. Grosso modo, c'est le voyage du héros, donc c'est à la fois les mythes de différentes cultures, mais c'est aussi Star Wars, c'est aussi Avengers, grosso modo. Et quand tu commences à réfléchir comme ça, tu dis, ok, bah certes, faire un film, c'est différent de déclamer un poème ou d'écrire un roman de chevalerie. La technologie est différente, le processus de création est différent, donc il y a des choses qui ont changé. Mais le message, fondamentalement, reste toujours le même. Pourquoi ? Parce que l'être humain qui est en face et la psychologie de l'humain et son évolution n'a pas changé. À l'échelle de l'évolution humaine, Internet, c'est hier. Même l'impression, c'est hier. Même l'invention de l'écriture, l'être humain n'est pas fondamentalement évolué en termes génétiques depuis l'invention de l'écriture. Donc tous ces éléments-là de message, ils sont les mêmes. Donc tout ce qui change, c'est les technologies par lesquelles tu vas transmettre ce message, mais le message, fondamentalement, n'a pas vraiment tendance à changer. Et les politiciens te racontent la même chose aujourd'hui, fondamentalement, qui te racontaient il y a 100 ans et qui te racontaient à l'époque d'Athènes et qu'il y avait les différents débats sur la place publique. Donc il faut séparer le canal marketing, et c'est important de maîtriser son canal, c'est important pour moi de maîtriser YouTube. Et forcément, YouTube, c'est différent de la télé, c'est différent d'un journal, c'est différent de la radio. Donc maîtriser son canal, c'est important. Mais il faut aussi comprendre que les éléments fondamentaux de ton message, ils ont tendance à pas changer. Et souvent, le canal, tu peux l'apprendre en regardant ce que les autres font, en regardant ce qui marche, en expérimentant. Mais si ton message ne fonctionne pas, ça ne marchera jamais. Et le message, tu peux revenir très loin. Tu peux revenir à étudier des anciens mythes, à étudier, Sénèque, qui te parle de psychologie humaine et de stoïcisme,
pour comprendre ces éléments-là. Et ça, c'est des trucs qui, effectivement, n'ont pas changé et ne vont pas changer. Et c'est aussi important parce que si aujourd'hui, tu veux être entrepreneur et monter une carrière, bah, tu as envie que dans 10 ans, ton business, il fonctionne encore. Et si dans 10 ans, voilà, YouTube, c'est plus ce que c'était, et je veux me dire que mon message fondamental, il est là et que j'ai compris comment fondamentalement persuader les gens. Et moi, dans ma carrière, j'ai fait des articles de blog, j'ai fait des emails marketing, j'ai fait des pages de vente, j'ai fait des podcasts, j'ai fait des webinaires, j'ai fait des vidéos de vente, j'ai fait des appels de vente pour vendre aux gens au téléphone, j'ai fait de la pub Facebook, j'ai fait des vidéos YouTube, je pense que je ne les ai pas citées. Tu vois, j'ai fait énormément de trucs différents. Et ce qui me permet de faire ces différentes choses et de comprendre, c'est que plutôt que de recopier les stratégies de surface, j'essaie de comprendre les éléments fondamentaux qui permettent de catcher l'attention et qu'est-ce que ces éléments ont en commun et qu'est-ce qu'un appel de vente a en commun, par exemple, avec une vidéo YouTube. C'est qu'il faut que tu comprennes le besoin de la personne en face, que tu accroches son attention, que tu lui démontres une valeur, que tu l'amènes dans une progression d'un point A à un point B pour l'amener à une décision. Donc, il y a des éléments qui sont spécifiques à chaque canal marketing qu'il faut apprendre. Il y a aussi des éléments qui sont fondamentaux par rapport au message et à la psychologie humaine. Ok, on va aborder une autre thématique de ton bouquin, le fait de créer un business en ligne, c'est forcément étroitement lié, hein, mais quels sont tes conseils pour créer un business en ligne successful? C'est un sujet qui est assez large, il y a beaucoup de facteurs. Et je pense que la principale erreur que les gens vont faire, c'est de ne pas comprendre profondément quel est le besoin qu'ils vont répondre. Donc, ce que les gens font, c'est qu'ils vont choisir, et j'aime pas du tout cette terminologie, mais ils vont choisir une thématique. On va dire, je vais me lancer dans la thématique du développement personnel ou dans la thématique du marketing ou dans la thématique de la perte de poids. En fait, il faut comprendre que si tu veux monter un business en ligne, on va supposer que tu veux vendre quelque chose d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Soit directement, tu veux vendre un produit, soit indirectement, tu veux faire de la pub, de l'affiliation, mais tu veux que les gens, à un moment donné, achètent quelque chose. Il faut comprendre que les gens n'achètent pas quelque chose juste par vague intérêt ou juste par sens de la curiosité. Les gens achètent quelque chose parce qu'ils ont un problème important dans leur vie et parce que tu leur apportes une solution précise à ce problème précis qu'ils ont dans leur vie. Et c'est pour ça que se lancer avec une idée vague d'un sujet plus ou moins dont tu veux parler, ça peut être OK et ça peut être une manière de débuter, ça peut être une manière de créer ton contenu, mais ça ne va pas être une manière pour toi de vraiment pouvoir vendre un produit. Parce que comment tu veux vendre un produit, il faut que tu aies une solution précise et que la personne en face qui est là avec sa carte bleue se dise « cette personne a la solution à mon problème ». Et pour ça, je conseille aux gens vraiment de creuser beaucoup plus profondément dans la psychologie de leurs clients et dans leur marché cible et de comprendre que c'est OK de cibler une petite niche avec un besoin bien précis. Il vaut mieux cibler 0,01% de la population en leur proposant quelque chose de bien spécifique par rapport à leurs besoins, plutôt que faire un pitch général qui va intéresser 10% de la population, mais au final, ce que tu dis, c'est un peu générique, ça n'intéresse personne plus que ça, et ça se noie un peu dans la masse, et surtout, même si les gens finissent par te suivre, tu n'as rien à leur vendre parce que tu ne résous pas un problème précis pour eux. Donc je conseille aux gens de définir leur idée de business en m'expliquant un problème qui est dur. Donc c'est un problème dans la vie de ton client qui est à la fois douloureux, donc la personne en souffre au quotidien, qui est urgent. Donc la personne sent un besoin de résoudre ce problème aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose peut-être dans le futur qui serait bien. Aujourd'hui, il a envie de résoudre ce problème et qui est reconnu. Donc la personne sait qu'elle a un problème et qu'elle peut améliorer sa situation. Parce que parfois, tu peux trouver un truc où tu dis ces gens ont un problème, mais ils ne se rendent pas compte. Et là, ça va être très compliqué de convaincre les gens qu'ils ont un problème. Il faut beaucoup mieux cibler les gens qui savent déjà qu'ils ont un problème et qui sont déjà en recherche d'une solution. Donc, plus ton problème est douloureux, plus il est urgent, plus il est reconnu, plus il sera facile de faire du marketing et de trouver une audience. Donc, évidemment, ces différents facteurs vont avoir différentes échelles. Par exemple, dans le marketing, ce n'est pas un problème qui est extrêmement urgent. Donc, si tu ne te mets pas à faire du marketing aujourd'hui, tu peux toujours le repousser à plus tard. Par contre, c'est généralement un problème qui est extrêmement reconnu et c'est souvent un problème qui est douloureux, puisque c'est un problème qui est central pour toute entreprise de faire du marketing et de développer tes ventes. Donc maintenant, si tu compares quelque chose comme, par exemple, la séduction, c'est un problème qui est vraiment douloureux. C'est pareil, il n'est pas extrêmement urgent et il n'est pas reconnu de tous. Donc il faut évidemment que tu parles aux gens qui reconnaissent ce problème et qui se disent « je veux apprendre à devenir meilleur en séduction ». Si tu prends maintenant la reconquête amoureuse, c'est généralement donc récupérer son ex. C'est un gros marché. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement douloureux. Tu es dans la rupture amoureuse, tu es au pic de la souffrance, il est extrêmement urgent. Parce que tu as une rupture et tu veux récupérer ton ex maintenant, pas dans 6 mois. Et il est extrêmement reconnu puisqu'effectivement, c'est
c'est une douleur qui est immédiate et beaucoup de gens vont aller chercher des conseils sur comment récupérer mon ex. C'est pour ça que c'est un peu le truc ultime en termes de problème dur. Maintenant, tu es dans la séduction normale, c'est moins urgent par exemple, ça peut quand même marcher. Mais c'est vrai que ça sera plus dur de vendre dans la séduction standard, aborder des gens, plutôt que par exemple sur la reconquête. Et c'est plus facile de vendre un produit qui est une aspirine. Donc j'ai mal au crâne maintenant et j'ai besoin d'une solution maintenant, donne-moi une aspirine, ça résout le problème. Plutôt que vendre des vitamines et dire voilà, prenez mes vitamines et dans le futur, vous aurez plus d'énergie et vous vous sentirez mieux. Parce qu'il n'y a pas une douleur précise qui est liée à ça. Il n'y a pas d'urgence parce que le bénéfice, il sera peut-être dans le futur. Il n'est pas forcément reconnu parce que les gens n'ont pas forcément l'impression de savoir qu'ils ont une carence en vitamines. Alors que s'il y a une migraine, les gens savent exactement quelle est leur douleur dans l'immédiat. On va parler de ton business et notamment de stats un peu. Combien de formations tu as vendues depuis le début et combien de chiffre d'affaires généré depuis le début aussi? Le chiffre d'affaires, j'en parle pas. Okay. Parce que comme je vends des formations en ligne, si je commence à parler de mon chiffre d'affaires, ça commence à être une promesse. Moi, je vends des formations en ligne sur monter son business. J'ai pas envie que les gens croient que s'ils commencent à acheter mes formations, ils feront mes chiffres. Mes formations, elles ont des promesses qui sont spécifiques, qui sont basées sur les compétences que tu vas apprendre et sur le business que tu peux monter dans un temps. Mais c'est irréaliste aujourd'hui pour les gens de croire qu'ils vont démarrer une formation et qu'ils vont commencer à faire mes chiffres. Et beaucoup de gens le font. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où moi, je commence à en parler, ça devient un truc qui devient plus ou moins sous-entendu. Il faut comprendre que moi, ça fait plus de 7 ans que je bosse sur le business en ligne. Je suis sur ma 8e année. Et que donc, voilà, les chiffres aujourd'hui que j'ai, tu vois, que ce soit sur YouTube ou sur les chiffres d'affaires, ils ont été montés sur le temps. Et moi, ça me met mal à l'aise, tu veux, de dire, vas-y, je vais me vanter de mes gros chiffres à droite, à gauche et sur ma chaîne YouTube pour ensuite aller te vendre des formations. Parce que même si je ne te dis pas dans les formations explicitement que tu vas faire ces chiffres-là, ça reste sous-entendu. Et c'est pour ça que je n'en parle pas. Après, là où tu vois, où c'est public, c'est tout ce qui est l'audience sur YouTube, etc. Ça, les gens peuvent le voir et peuvent dire, voilà, bon, c'est ça. Ils peuvent aussi voir le temps que ça m'a pris d'y arriver. Mais sur le chiffre d'affaires, j'en parle pas. Et sans parler de chiffre d'affaires, est-ce que tu sais aujourd'hui combien tu as vendu de formations au total? Tu peux donner une fourchette, hein, plusieurs milliers. Plusieurs milliers, ouais. Ok. On va aborder maintenant un autre sujet de ton livre aussi, c'est la peur de l'échec, qui est connu par beaucoup de gens qui veulent se lancer, qui ont peur de se lancer. Donc il y a plusieurs raisons. Il y a potentiellement le regard des autres aussi sur leur projet, mais il y a surtout la peur d'échouer avant même de commencer. Est-ce que toi, tu as eu cette peur à un moment donné et comment tu as fait pour la surmonter, si tu l'as eu? Ouais. Moi, tu as toujours la peur de l'échec. Après, pour moi, c'est beaucoup une question de comment est-ce que tu vois tes alternatives, quoi. Moi, j'avais un peu cette idée que qu'est-ce que j'ai à perdre en échouant? Pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Énormément de choses. Et c'est un truc que je donnais beaucoup aux gens, notamment dans la séduction, c'est-à-dire t'as peur de l'approche d'aller parler à quelqu'un. Ok? Qu'est-ce que tu as à perdre si ça ne marche pas? Tu seras un peu mal à l'aise, quoi. Ça serait un peu awkward de ne pas marcher et puis ça... T'as pas en échange trop de retours et tu vois que ça marche pas trop et on te dit que ça l'intéresse pas et donc du coup, t'as passé 5 mauvaises minutes, quoi. C'est pas top. Si ça marche, potentiellement tu peux faire une belle rencontre, etc. Donc t'as relativement peu de choses à y perdre et beaucoup de choses à y gagner. Donc après, il faut comprendre que beaucoup de cette peur de l'échec, c'est une peur qui est interne et c'est une peur qui est qui sur tes propres émotions. Donc et là, tu peux commencer à essayer de réfléchir en termes de qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre. Après, le second point qui est important, c'est de réfléchir en termes de risque, simplement. C'est-à-dire que parfois, tu as beaucoup à perdre. Si ton idée, c'est je vais quitter mon job et je vais me mettre à monter un business en ligne et il faut que dans 3 mois, ça marche pour payer mon loyer, là, tu prends un gros risque. Là, cette réflexion de dire qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre, tu dis, ah ok, là, j'ai peut-être pas mal à perdre. Et donc, dans ce cas-là, ce que tu veux faire, c'est essayer de trouver des stratégies pour minimiser ce risque et te dire comment est-ce que je peux assurer mes arrières essentiellement. Moi, pendant le moment, en parallèle de mon site, je continuais mes études. Et donc, du coup, si ça ne marchait pas rapidement, c'était pas grave parce que j'étais en études de toute manière. Donc, si j'avais perdu, c'était le temps que j'aurais passé à faire la fête, à boire des bières, à regarder des séries, à faire tout ce que font les gens qui sont en école de commerce en première année. Voilà, donc au final, tu vois, c'est l'idée de te dire qu'est-ce que tu as à perdre. Et si tout ce que tu as à perdre, c'est de te ridiculiser et tu vas réaliser que la plupart des gens, ils s'en fichent plus ou moins de ce que tu fais. Donc, ça aura peu d'impact d'une manière ou d'une autre. Et donc, trouver un moyen de tester ton projet
avec un minimum d'engagement financier et le plus rapidement possible, de manière à minimiser ce risque et à pouvoir essayer d'assurer tes arrières et de pouvoir faire les deux à la fois. Et je pense qu'une fois que tu réfléchis comme ça, le doute et la peur de l'échec, elle sera toujours là, mais c'est pas obligé de guider tes actions. Tu peux toujours agir et faire les choses et monter ton projet, et tu n'es pas sûr que ça va marcher, mais tu peux quand même le faire. Tu n'es pas obligé non plus de suivre nécessairement tes émotions quotidiennes au jour le jour. C'est aussi la méthode dont je parle souvent, sur la méthode des 90 jours, sur cette idée de prendre les décisions une fois et puis ensuite de suivre tes décisions. Et de ne pas être guidé au quotidien par tes émotions du jour, parce que sinon tu vas souvent changer d'avis, tu vas partir, tu vas te démoraliser, tu vas partir sur notre projet, mais finalement tu ne vas jamais voir rien jusqu'au bout. Et c'est un problème. Tu vois, si tu es enthousiaste au début, il y a un moment donné, au bout de 3 mois de travail, tu vas te décourager. Et si au bout de 3 mois de travail, tu abandonnes tous tes projets, tu ne vas jamais arriver au bout de ce que Seth Godin, l'auteur américain, appelle le dip, c'est-à-dire la période qu'il faut traverser avant d'arriver au bout de la courbe. Et c'est pour ça que je ne prends pas le doute personnel ou la peur de l'échec personnel comme étant un signal que ce que je fais, ça va pas marcher. Parce qu'il y a plein de fois où j'ai douté d'un truc et finalement, ça a bien marché. Et c'est juste un facteur, tu vois, c'est un facteur psychologique qu'il faut prendre en compte et qu'il faut apprendre à gérer. Et j'essaye de prendre mes décisions tous les 90 jours sur mes prochaines actions, et j'essaye d'être le plus objectif possible à ce niveau-là. Ok. Et quand on lance un business et que ce business marche petit à petit, on fait face à un dilemme. Donc le fait de finalement soit commencer à recruter des gens, donc à créer une équipe, ou finalement à rester seul et on va dire rester libre pour ceux qui le souhaitent. Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi quel a été ton choix, puisque tu as recruté, je crois, 5 personnes, c'est ça? Tu as un effectif de 5 personnes. Et pourquoi tu as fait ce choix du coup de recruter une équipe finalement? Donc quand tu commences à monter ton business, au départ, ton levier, c'est tu vas travailler, tu vas monter ton truc et tu commences à avoir quelque chose qui tourne. Là, tu commences à réfléchir comment est-ce que tu peux automatiser un petit peu ton business, automatiser tes tâches, faire des emails de relance, des formations en ligne. Tu commences à avoir un petit peu tout ça. Après, tu commences à dire comment est-ce que je peux déléguer mes tâches à des freelances pour le montage, pour l'upload des vidéos, etc. Donc, tu arrives à un niveau où tu as délégué plus ou moins les tâches que tu pouvais déléguer, tu as automatisé les tâches que tu pouvais automatiser et tu te dis, OK, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Et à ce niveau-là, tu as déjà une base qui marche bien, tu as un business, tu as des clients, tu as des opportunités, mais tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Et à un moment donné, tu te dis, voilà, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées que je veux faire. Est-ce que je vais faire le choix de privilégier avant tout le lifestyle et de juste rester sur mon truc automatisé, de profiter un petit peu de tout ça et de faire ça, ce qui est un choix qui est totalement légitime? Ou est-ce que j'ai envie d'aller chercher ces opportunités et d'aller chercher ce niveau suivant? Mais dans ce cas-là, je ne peux pas le faire tout seul parce que mon temps est un peu maximisé et il y a un moment où tu atteins une limite de ce que tu peux faire avec de l'automatisation et avec des freelances. Donc la question c'est, est-ce que ça a du sens pour moi de le faire? Donc là, c'est une question beaucoup sur tes objectifs personnels. Moi, j'ai été à un point où je me dis, je pense que j'ai encore plein de trucs à accomplir dans mon business, j'ai encore plein de projets à faire. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de les faire. Si j'avais une équipe, je pourrais le faire. Donc je veux aujourd'hui commencer à recruter des gens, commencer à développer une équipe. Et l'objectif, c'est que sur les prochaines années, tous ces projets, je puisse les accomplir. Donc c'est l'idée que je m'en suivais. C'est l'idée que je pense que mon business peut aller encore à 2 crans au-dessus. Mais j'ai besoin non seulement de gens qui vont exécuter les tâches que je leur demande de faire, donc en tant que freelance, tu vois, sous-traitance, ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet quand on te parle de déléguer ses tâches, prends un assistant virtuel, donne-lui un process et il va le faire. Moi, j'avais aussi et surtout besoin de gens à qui je peux déléguer mes décisions, où je peux leur dire, voilà un projet, il faut que tu trouves comment le faire, il faut que tu trouves comment monter ce système-là, et qu'il faut que tu trouves comment monter ce projet, comment aider ce client, comment faire ça, parce que moi, je ne peux pas être derrière toutes les décisions. Je peux pas, mon cerveau et mon temps de cerveau disponible et mon intellect, il est limité, tu vois. Et en créant mon contenu, etc., tous ces projets, je ne peux pas les mener. Et c'est ça qui m'a fait dire, bah, soit mon business, il peut rester et se cantonner à ce que je fais aujourd'hui, soit je peux essayer d'aller l'étendre et d'aller sur des idées plus ambitieuses, sur des projets plus ambitieux. Mais pour ça, il va me falloir une équipe. Il va me falloir me mettre un horizon de temps de 3 ou 5 ans, le temps de former les gens et qu'ils deviennent autonomes, le temps de développer l'équipe, de développer les process, de développer mes compétences de management. Et ce que ça veut dire, c'est que
bah, je peux plus aujourd'hui me dire ouais, je travaille que 2 heures par jour, et je fais un truc automatisé. Je peux plus être en mode tiens, je vais voyager et je vais me casser, je vais être injoignable pendant 3 mois. Parce que mon équipe, elle est là, il y a des projets qui tournent, ils ont besoin de mes retours, on est sur un appel toutes les semaines et j'ai aussi un engagement envers eux que le business il va continuer à être ambitieux, continuer à grossir et que ça va pas juste être une cash machine pour que Stan il puisse sortir son chèque et aller se dorer la pilule à la plage. Tu vois, c'est aussi un engagement. Je me dis, bossez avec moi, investissez-vous avec moi, donnez-moi votre temps et votre énergie. Mais en échange, moi, je vous forme, je vous donne une opportunité de carrière, je vous fais monter, je vous donne des ambitions plus grandes. Et plus tard, vous allez pouvoir mener ces projets et avoir ce niveau d'autonomie. Et donc, tu vois, c'est un engagement dans les deux côtés qui est un engagement plus sur le long terme de ce que tu veux faire, de ce que tu veux apporter aux gens, de ce que tu veux construire sur ta boîte. Et pour moi, c'était un choix c'était clairement le choix dans lequel j'avais envie de me diriger depuis longtemps. Et quand il s'est présenté, voilà, forcément, tu as une hésitation en te disant, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que si tu gagnes assez d'argent, l'argent, c'est pas forcément une motivation suffisante pour te dire, je vais prendre tous ces engagements et tout cet effort. Mais si tu as aussi une vision du business que tu veux construire, de ce que tu veux apporter, c'est là où tu te dis, ok, cette vision, en fait, soit je l'abandonne, soit je dois recruter des gens. Mais je comprends que cette vision, je ne peux pas la monter en maximisant mon lifestyle. Tu vois. À un moment donné, il faut choisir entre les différents facteurs que tu veux maximiser. Et pour moi, l'ambition et l'impact du business, c'était ce que j'avais envie d'aller chercher. Ok. Toute ton équipe est en remote, du coup, c'est ça? Ouais. On a commencé sur les 6 premiers mois avec tout le monde en étant synchronisé à Bangkok. Et après, au bout de 6 mois, c'était le deal que j'avais avec eux. Au bout de 6 mois, vous êtes libre de partir et d'aller vous installer où vous avez envie d'habiter. Ok, trop cool. Et pour en finir sur ce bouquin, parce qu'on a parlé d'à peu près tous les sujets qui étaient abordés dans ce livre, à qui conseilles-tu ce livre? Est-ce que c'est à des gens qui veulent se lancer? Est-ce que c'est à des gens qui se sont déjà lancés? Est-ce que c'est à ces deux typologies de profils? Voilà, c'est ça ma question. Donc le livre, il est pour les gens qui ont envie de développer leur connaissance du marketing sous l'axe de la psychologie humaine. Donc les gens qui se disent, tiens, moi j'ai envie d'en apprendre beaucoup plus sur les besoins humains et de l'analyse fondamentale dont parle Stan sur les besoins humains, sur la psychologie humaine, sur les fondamentaux de ton message, le livre, il est écrit pour ce type de personnes. Donc le livre est là pour être accessible pour une personne qui débute et qui le trouverait en librairie. Donc il n'y a pas de termes compliqués. Mais c'est aussi l'avantage où les termes compliqués, si tu veux, sont définis. C'est aussi l'avantage de te parler des fondamentaux de la psychologie humaine, c'est que tu peux à la fois parler à quelque chose qui va être accessible pour tout le monde, mais à la fois, moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui sont très avancés et qui suivent mes vidéos YouTube et qui me disent qu'ils en apprennent des choses. Parce que tu peux aussi être un entrepreneur et avoir monté des projets et te dire, tiens, j'ai encore plein de trucs à apprendre sur la psychologie humaine. Donc là, le livre est avant tout conçu pour les gens qui sont convaincus et sont séduits par cette idée qu'en creusant profondément dans la psychologie humaine, tu peux trouver des idées originales, des stratégies de marketing qui sont nouvelles et être plus efficace dans ta persuasion. Et c'est là-dessus que porte la majorité du livre. Donc pour les gens qui sont plus avancés, il y aura des trucs, honnêtement, il y aura des chapitres qui seront moins intéressants, des trucs qu'eux, ils auront déjà vus. Normalement, je t'en parle de manière un petit peu nouvelle, mais en gros, le gros du livre qui porte sur les besoins humains et qui porte sur la psychologie humaine sera intéressant pour beaucoup de monde. À part les gens qui sont vraiment déjà, qui connaissent déjà absolument tout ce que je raconte, tu vois, qui sont déjà experts de la psychologie. Mais pour tous les autres, voilà, ça a de l'intérêt. Et bien sûr, ce livre a surtout de l'intérêt pour les gens qui veulent monter un business et qui ont cette ambition de faire du marketing. Pour les autres, il y a un intérêt intellectuel, mais je pense qu'il faut surtout l'acheter si toi, tu as l'objectif de faire du marketing, de développer une stratégie sur Internet, de faire des ventes, de promouvoir des produits, de créer du contenu. Tous les gens qui sont intéressés par le marketing, ils trouveront leur compte. Okay. Les gens qui sont juste, tu vois, vaguement intéressés, je pense un peu moins. Donc, c'est pas propre au business en ligne, mais c'est vraiment marketing, psychologie. Quelqu'un, par exemple, qui bosse dans une startup et qui gère le marketing d'une boîte peut être intéressé par ton bouquin. Ouais, carrément. Ce sera directement applicable, même si, encore une fois, le livre est écrit pour un marché plus précis de gens qui vont être entrepreneurs sur le web. Ouais. Plein de gens pourraient trouver des éléments dans mon livre. Après, c'est important aussi, quand tu écris un livre, de savoir qui va être ton cœur d'audience. Et après, il y a des gens qui peuvent lire ton livre au-delà de ton cœur d'audience, mais c'est important de savoir à qui tu écris. Et moi, j'écris avant tout aux gens qui sont entrepreneurs sur le web. Et après, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas entrepreneurs sur le web qui trouveront de la valeur. Tout comme il y a plein de gens qui bossent dans le marketing dans une grande boîte et qui suivent ma chaîne YouTube, qui ne sont pas le cœur de la personne à qui je m'adresse, mais qui voient de la valeur et qui voient de l'intérêt. Et dans ce cas-là, je suis très content qu'ils y trouvent de la valeur, même si ce n'est pas pour eux avant tout que je l'écris. Ok.
Et concernant ton futur, qu'est-ce qui est de prévu pour la suite et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Sur le court terme, je sors le livre et je suis en mode promotion. Sur le encore court terme, ma première fille va naître d'ici 3 semaines, 3-4 semaines. Ok. Donc, très rapidement, je vais devenir Félicitations. papa. Donc, mon année 2020, commence assez rapidement. Après ça, je pense que sur l'année 2020 et sur le reste de l'année, en termes de business, moi, ce que je voudrais vraiment, ce serait revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire revenir à créer des vidéos YouTube, et j'espère toutes les 2 semaines, revenir à sortir un podcast toutes les semaines sur le podcast Marketing Mania, parce que c'est quelque chose, avec la création du livre en 2019, je me suis un petit peu écarté de ce cœur de mon métier et de ce qui m'a fait vraiment connaître. Et ça, c'est un truc que je vais vraiment changer sur l'année prochaine. Il faudrait revenir sur les fondamentaux, plus sur le long terme. On parlait ensemble d'équipe tout à l'heure, et cette idée que moi, j'avais toujours eu plein d'autres projets annexes que je voulais faire, et ce que je veux faire, moi, en plus long terme, c'est continuer à développer mon équipe pour pouvoir monter ces projets, pour pouvoir monter des spin-offs de Marketing Mania ou pour pouvoir monter un système d'incubateur d'une manière ou d'une autre. En gros, me servir de Marketing Mania comme étant un levier pour monter d'autres boîtes et pour monter d'autres projets en me servant de mon équipe parce que moi, mon temps il est limité. Et tant que je continue à créer du contenu, je ne peux pas aujourd'hui me dire je vais monter un tout nouveau business. Un nouveau business, ça demande un focus significatif dessus. Moi, je ne l'ai pas, le focus, puisque je suis aujourd'hui sur le Business Marketing Mania, sur la création de contenu. Par contre, maintenant, je suis en train de me former des gens qui commencent à devenir extrêmement bons dans ce qu'ils font et qui, sur un horizon de temps de quelques, on va dire de 9 de 9 mois à 3 ans, on va dire, vont être sur un truc où ils vont être opérationnels, où ils peuvent entièrement gérer ces business à partir de zéro. Et sur le long terme, c'est là où je pense se trouve un nouveau canal aussi pour moi d'expansion et de pouvoir tester des projets qui me font kiffer sans devoir mettre de côté ce qui a fait mon succès jusqu'ici sur Marketing Mania. Ok. On va passer aux 4 dernières questions du podcast, donc qui sont des questions plutôt courtes. La première, c'est quels sont les 3 derniers livres que tu as lus? Les 3 derniers livres que j'ai lus, laisse-moi réfléchir de manière rétroactive. Tiens, attends, je vais ouvrir juste une seconde Vas-y. mon Goodreads parce que j'ai une liste où je les traque et comme ça j'aurai moins de mal à me souvenir. Ok, donc j'ai les 3 derniers livres que j'ai lus. Le dernier livre que j'ai lu s'appelle Crashing Through. C'est un livre de Robert Kurson, c'est un auteur américain. Et ce livre, c'est une histoire assez ouf. C'est l'histoire d'un gars qui, à l'âge de 3 ans, donc c'est une histoire vraie, en gros il écrit un reportage sur l'histoire d'un gars qui, à l'âge de 3 ans, a un accident qui le rend aveugle. Et du coup, il est aveugle toute sa vie. Et à l'âge de 48 ans, une procédure médicale miracle va pouvoir lui redonner la vue. Et c'est l'idée de qu'est-ce qui se passe si quelqu'un qui n'a jamais pu voir regagne la vue et comment est-ce que ça change sa vie. Et c'est vraiment intéressant. Il parle beaucoup aussi de la psychologie et de la science de la vision. Donc il s'avère que ce gars-là, à qui on arrive à restaurer techniquement la vision parfaite dans son œil, en fait, reste fonctionnellement incapable de percevoir un certain nombre de choses. Notamment, il est incapable de voir les visages et les distances. Parce qu'en fait, beaucoup d'éléments de vision ne sont pas des éléments mécaniques de ton œil, mais sont des éléments qui sont, en gros, c'est du software, quoi. C'est ton cerveau qui va le faire et c'est ton cerveau qui apprend à percevoir les distances, à comprendre où sont les objets, à percevoir un visage, à reconnaître différentes personnes. Et c'est un gars qui, même après 2 ans, il ne peut pas reconnaître en fait ses enfants ou sa femme. Parce que percevoir un visage, c'est un truc spécifique que tu apprends quand tu es bébé. Et comme lui, il a perdu la vue à l'âge de 3 ans, essentiellement, son cerveau s'est réadapté à être aveugle et à fonctionner dans un univers où il est aveugle. Et du coup, tu apprends sur la vision, la psychologie et puis simplement l'histoire humaine de ce gars-là qui va faire ça et les décisions qu'il prend et comment est-ce que ça transforme sa vie. Juste avant ça, j'ai lu un livre qui s'appelle Range, d'un mec qui s'appelle David Epstein. Le sous-titre, c'est Why Generalists Triumph in a Specialized World. Donc, pourquoi est-ce que les généralistes triomphent dans un monde spécialisé? Et donc, c'est un gars qui réfléchit à quelle est la meilleure manière aujourd'hui de réussir et pourquoi est-ce que les gens qui travaillent dans différents domaines et qui ont l'inspiration dans différents domaines ont tendance à réussir et à être en fait les innovateurs versus les gens qui ont un truc, qui ont fait toute leur vie et ils ont un seul truc qu'ils font.
peuvent en fait pas être les gens les plus créatifs. Et il te parle du domaine du sport, du domaine de la musique, et que beaucoup de musiciens en fait de très haut niveau sont des gens qui ont expérimenté pendant toute une période avec différents instruments, et que les gens qui, à l'âge de 6 ans, on leur dit « Toi, tu fais du piano, tu vas faire du piano 10 heures par jour », ont tendance à pas aller au bout, ou ont tendance à abandonner, ou ont tendance à pas être aussi créatifs. Et il te montre par exemple que tous les gens qui sont capables d'improviser en musique et qui sont des musiciens de jazz sont souvent des musiciens qui jouaient différents instruments. Mais les gens qui sont des musiciens classiques, où à l'âge de 8 ans, on leur a dit tu fais du piano et c'est tout, peuvent devenir super bons sur l'interprétation classique de certains morceaux, mais sont totalement incapables d'improviser. Et donc, voilà, c'est un livre de non-fiction sur la stratégie de carrière et sur la spécialisation et sur la manière dont tu apprends et le rôle que peuvent avoir différents domaines dans l'apprentissage d'une compétence. Le livre précédent que j'avais lu, qui n'a rien à voir, s'appelle Goodbye to a River. C'est un mec qui s'appelle John Graves. Il écrit dans les années 60. En gros, c'est un gars qui a grandi dans le Texas, dans le Texas occidental. Donc, en gros, à l'époque, tu vois, dans les années 20, il a grandi dans le Texas occidental. Et il allait toujours sur une rivière avec ses amis. Il allait pêcher et il avait toute une connexion via cette rivière. Et tout d'un coup, on décide de construire un barrage sur sa rivière. Et donc, il va se faire un dernier voyage en nostalgie sur sa rivière et te parler un petit peu de l'histoire du Texas et des Indiens, des pionniers. Et à une époque où lui, tu vois, il y avait encore... Parce que les pionniers, ils étaient encore là dans les années 70, en fait. 1870, ils étaient encore là. Et du coup, lui, il a connu des gens qui étaient des gens qui avaient connu, tu sais, les raids, des Comanches et tout. Et à la fois, il te raconte l'histoire du truc, comment ça a changé, comment le truc a évolué, et aussi ce que ce petit bout de rivière, en fait, représente pour lui. Et du coup, il se fait son trip et il fait ça et il te raconte un petit peu ses histoires. Ça, c'est les 3 derniers livres que j'ai lus. Et tu vois que c'est des trucs totalement différents et que je lis relativement peu de livres qui sont des livres de pur business, de pur marketing. Mais c'est aussi comme ça, moi, que je trouve mes idées qui sont un petit peu différentes. Il y en a un juste avant que j'ai lu et je t'en donne un 4e. C'est un bouquin qui s'appelle The Swerve de Steven Greenblatt. Et c'est un gars qui te raconte comment est-ce que des chasseurs en fait, de textes de la Renaissance italienne, en gros, ces gars-là, ils ont redécouvert le monde antique. Et en gros, tous ces trucs antiques, tous ces textes antiques qu'on a aujourd'hui, en fait, ils ont été totalement oubliés pendant une longue période et ils existaient uniquement parce qu'ils étaient copiés par des moines qui ne comprenaient même pas ce qu'ils lisaient. Et à la Renaissance italienne, les gars se sont dit waouh, il y a des trésors incroyables de l'Antiquité, ils se sont retrouvés un intérêt pour l'Antiquité et donc ils ont été cherchés dans tous les monastères. Les gars font tous les monastères pour trouver les textes les plus poussiéreux qu'il leur reste et essayer de les copier et les rediffuser et faire un renouveau de tout ça. Et en gros, ils t'expliquent comment tout un patrimoine intellectuel et tout un intérêt incroyable pour la philosophie de la Renaissance, pour la philosophie de l'Antiquité, pardon, est rené à partir d'un truc totalement random de moines qui copiaient des textes qui savaient même pas lire en fait, dans les monastères. Trop cool. Ok, donc des thématiques extrêmement diverses. Ma deuxième question, c'est quels sont les 3 derniers films que tu as vus? Donc les derniers films, l'autre jour, donc là je suis en période d'interview, donc l'autre jour, c'est il y a 2 jours, j'étais totalement épuisé, donc je suis rentré chez moi et j'ai maté L'Arme Fatale 2, le dernier film que j'ai vu, qui était cool d'ailleurs sur Netflix. C'est typiquement le genre de film, moi j'ai toujours eu ce truc où genre il y a des moments où tout ce que tu as envie c'est un film d'action où Mel Gibson pète un câble et démonte des maisons, enfin voilà, c'est cool d'ailleurs. Et L'Arme Fatale, c'est un truc que j'ai toujours eu un intérêt parce que c'est vraiment le premier film qui a été le pionnier de cette formule qui est devenue très populaire du buddy cop movie en fait. C'est de la comédie entre 2 flics, un vieux qui bougrine et un jeune un peu taré, tête brûlée, qui vont devenir qui s'entendent pas et au départ ils s'entendent pas, mais petit à petit ils vont apprendre à s'apprécier et ils vont devenir potes et à la fin grâce aux compétences de chacun ils vont réussir, toi. Et il y a plein de films qui sont comme ça. Point Break avec Keanu Reeves, etc. Enfin, il y a tout un linéaire. Et du coup, j'avais toujours eu un taille pour L'Arme Fatale. Et donc, du coup, j'ai maté L'Arme Fatale. Avant ça, j'ai regardé. Je sais pas si tu as vu le dernier film qui avait eu la Palme d'Or, Bong Joon-ho, Parasite. Non, mais j'en ai entendu parler. C'est ouf. C'est dingo. Ce film, il est vraiment génialissime. Avant ça, qu'est-ce que j'ai vu?
Et après, pour ça, j'ai regardé pas mal de classiques. On s'est fait un peu un trip, genre, il faut se faire une culture cinématographique. On a regardé, et c'était pas le dernier film, je dois en louper quelques-uns entre, mais je t'en donne un que j'ai vu récemment. J'ai été revoir, genre, Apocalypse Now. J'avais jamais vu Apocalypse Now, tu vois, c'est un film dont tu as super entendu parler. T'as la référence, tu sais plus ou moins ce que c'est, tu connais le truc avec les hélicoptères et la marche des Valkyries, etc. Mais j'avais jamais été voir ce film et me dire, ok, pourquoi est-ce que ce film, on m'en parle encore? C'est un film qui date de quoi? Fin des années 70, je pense, 76, 78. Donc, et pourquoi est-ce qu'il dure encore et pourquoi est-ce que les gens en parlent et qu'est-ce qui fait que ce film fonctionne et qu'en fait, on y fait encore référence. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti récemment avec Brad Pitt qui s'appelle Ad Astra. Oui. Et en fait, en remettant ça, je me suis dit, mais c'est le même film. C'est la même structure, c'est la même histoire. Ouais, c'est la même histoire. Et voilà, bon, sans spoiler les détails. Mais en gros, c'est la même histoire. Et les deux sont calqués sur la même structure. Il y en a un qui est basé à la guerre du Vietnam. Et d'ailleurs, Apocalypse Now, c'est dans la guerre du Vietnam, mais c'est basé sur un livre qui était basé sur le Congo belge. Et ils en ont aussi fait un film dans l'espace. Tu vois, encore une fois, ça revient sur ces messages fondamentaux et ces éléments fondamentaux qui reviennent. Donc là, je crois que je t'en ai donné 3. J'ai un peu triché, je pense, sur Apocalypse Now parce que il devait y en avoir entre les deux, mais voilà, c'est le genre de truc que je mate. Ok, troisième question, cite-moi 3 personnes qui t'inspirent. Donc, Mark Manson, c'est l'histoire d'un gars, enfin, c'est un gars qui était un blogueur dans la séduction, qui est devenu l'auteur de développement personnel le plus vendu au monde en 2017. Tu vois, en gros, c'est un gars, comment est-ce qu'il a trouvé l'essence de son message? Comment est-ce qu'il a percé dans un domaine super compliqué et super concurrentiel? Et comment est-ce qu'il a développé au fil des années sur son blog, à petite échelle, de manière confidentielle, un message qui est unique? Comment est-ce qu'il a cristallisé et comment est-ce qu'il a fait exploser ce message avec un livre qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre et qui est un best-seller mondial. Il est traduit dans toutes les langues, dans tous les pays. Il est là, tu vas au Japon, il est là, tu vas en Thaïlande, il est en thaïlandais, tu vas au Vietnam, il est en vietnamien, en France, bien sûr, il est en français. Enfin, c'est un truc énorme, incroyable. Et stylé. moi, c'est un gars que je suivais depuis très, très, très longtemps, parce qu'à l'époque, il était dans la séduction et je le suivais dans la séduction. Et la manière dont lui, il a raffiné au fil des années son message jusqu'à avoir quelque chose qui est totalement unique, et une voix unique, tu vois, une manière d'écrire unique, et la manière dont on a pratiqué ça pour pouvoir l'exploser ensuite, ça m'a vachement inspiré. Une autre personne qui m'inspire dans un domaine différent, c'est le youtubeur PewDiePie, qui je pense est un des plus grands youtubeurs au monde. Enfin, c'est le plus gros youtubeur au monde, mais c'est aussi un des meilleurs, je veux dire en termes de chiffres, mais pour moi, en termes de qu'est-ce que c'est qu'être youtubeur et la compétence d'être youtubeur et de comment tu crées ce contenu et comment est-ce que tu crées cette communauté et comment est-ce que tu as une longévité, c'est quelqu'un que je trouve vraiment incroyable. Et c'est quelqu'un qui continue à faire beaucoup de vidéos, alors que tu vois, aujourd'hui, d'un point de vue financier, il est dans les étoiles, tu vois, il s'en fout. Mais il est là juste parce qu'il kiffe faire ses vidéos. Et la manière dont il s'est renouvelé, il a commencé dans le gaming et il s'est renouvelé au fil du temps. J'ai fait une vidéo sur lui qui explique un petit peu mon admiration, mais la manière dont il communique avec son audience, la manière dont il a su rebondir. Il a eu plein de casseroles, de scandales. Les médias ont beaucoup été contre lui et ont écrit des trucs, parfois sur des erreurs qu'il avait faites, parfois sur des trucs qui auraient cassé n'importe qui, mais lui, il a toujours su rebondir, se reconstruire, et il a à la fois cette transparence et à la fois ce sens de distance sur son personnage public et ce sens d'ironie. Et je trouve qu'en termes de création de contenu et en termes d'une personne qui sait se renouveler et sait avoir le feeling sur son audience qui est pourtant gigantesque, qui restait terre à terre, c'est un gars qui est vraiment impressionnant. Et finalement, il y a une chaîne qui est une de mes chaînes préférées en ce moment. Donc, c'est pas une personne, mais c'est un groupe de personnes. Ouais. La chaîne s'appelle Corridor Crew et c'est des artistes d'effets spéciaux qui sont à Los Angeles et qui font des effets spéciaux et qui ont une boîte et qui font ça. Et ils ont une chaîne sur laquelle ils postent en fait des vlogs du derrière des coulisses. Et c'est des gens qui ont une passion incroyable de ce qu'ils font et qui ont une passion de découvrir le monde et de tester des trucs et de monter des choses, de tester de nouvelles technologies et de bidouiller. Et ils ont ils sont à la fois forts dans les effets spéciaux, mais ils sont aussi, ils savent bidouiller des projets, ils vont bidouiller des skateboards, ils vont bidouiller des airsoft, ils sont toujours à faire des trucs de leurs mains, ils ont une passion pour leur projet, ils amènent un truc et te font un vlog qui est ultra intéressant à regarder, qui est super bien foutu en termes de contenu,
mais sur des sujets, tu vois, où ils sont pas en train de te vendre du lifestyle, ils font pas de voyage, ils te montrent pas leur vie, ils te montrent pas leur quotidien, ils te montrent pas leur famille, ils te montrent juste leur boulot, la passion qu'ils ont tous les jours pour venir au boulot, les projets qui se font et les idées qu'ils se mettent en tête et comment ils sont prêts à aller jusqu'au bout sur leurs projets pour monter des trucs. Et j'adore regarder ces gars parce que ils mettent toujours la patate en fait. Ils mettent toujours la patate de me dire c'est trop cool de bosser, de pouvoir monter des trucs, de pouvoir avoir ta passion, de pouvoir explorer des nouveaux trucs dans ton travail. Trop cool. Et la manière dont ils te transmettent un truc, voilà, que tu pourrais dire, c'est complexe, hein, c'est technique. Mais l'enthousiasme qu'ils ont et qui te mettent ça, et le niveau de compétence et le niveau de justement, ils illustrent bien le bouquin dont je te parlais tout à l'heure, Range, de connaître différents domaines et de combiner tout ça. Ils sont à la fois des gars qui sont assez sportifs, qui sont des experts d'effets spéciaux, qui sont super bons sur YouTube, qui sont drôles, qui savent te bidouiller des trucs technologiques. Il y a un gars qui est super fort, qui fait des trucs en bois incroyables, qui sait faire des trucs de ses mains. Voilà, bluffant, super admiratif, tu vois, à la fois de la manière de construire leur contenu et à la fois de la personnalité et de la passion qu'ils ont dans leur boulot. Et c'est un truc, moi, que j'aspire aussi à transmettre, tu vois, c'est de dire, je veux que quand les gens regardent mes vidéos, ils disent aussi, ah putain, le marketing, c'était kiffant et j'y avais jamais pensé. Ok, donc Corridor Crew, c'est ça ? Ouais, Corridor Crew. Ils ont une chaîne qui s'appelle Corridor, qui est leur chaîne principale et sur laquelle ils postent leurs vidéos d'effets spéciaux. Et la chaîne Corridor Crew, c'est leur chaîne de vlog où ils postent derrière des coulisses de leurs vidéos et de leur boulot en tant que spécialiste des effets spéciaux. J'irai voir ça. Dernière question pour finaliser notre échange. As-tu des entrepreneurs à me conseiller pour de prochains podcasts ? Entrepreneurs français. Ouais. Je pense, j'ai tendance surtout à graviter vers les gens que j'ai eus sur mon podcast. Une personne que j'ai eue récemment et je trouve que son message est vraiment unique et je l'avais recommandé, c'est un gars qui s'appelle Robin Hanna. C'est un gars qui a le même intérêt que moi sur le copywriting. Mais là où moi j'ai développé mon intérêt sur le copywriting, sur la séduction, lui il l'a développé dans le milieu du vêtement et des marques de luxe. Et notamment il a travaillé pour des marques de chaussures, il a travaillé pour Bonne Gueule. Et donc du coup en fait il partage beaucoup de mes intérêts et de mes références, mais avec les références totalement différentes. Et donc, du coup, moi, j'ai adoré discuter avec lui sur mon podcast. Et en plus, c'est un très bon invité de podcast. C'est quelqu'un qui a l'habitude de présenter ses idées, de présenter des trucs. Et je te conseille de le contacter. S'il est chaud pour venir, ça fera un super épisode. Ok, super. Merci beaucoup, Stan, pour cet échange. Et puis bonne continuation déjà pour la suite. Avec plaisir. Et à bientôt. Merci pour ton invitation. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté en intégralité. Pour ma part, j'ai encore besoin de vous. Et oui, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast et à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer votre feedback par mail à françois@serial-entrepreneur avec un s.fr. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bis et à bientôt.